Donc, on va peut-être commencer par Monsieur Monnier, qui va peut-être se présenter, puis dire un petit peu, parce que l'intérêt d'une telle table ronde prestigieuse, c'est qu'il y a des niveaux d'expérience par rapport au recrutement qui sont tout à fait hétérogènes. Donc, ça va peut-être être intéressant justement pour arriver un petit peu à comparer les choses. Donc, je vous laisse vous présenter pendant que moi, je vais régler mes petits problèmes de son, si ça vous dérange pas. Merci de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Claude Monnier. Je vais vous donner les 2-3 points forts de ce que j'ai pu faire dans la vie pro. Ça fait un petit peu plus de 15 ans maintenant. La première moitié de mon expérience professionnelle s'est construite dans un cabinet de chasse de tête. Donc, je faisais le même métier que Christophe ce soir, qui en parlera bien mieux que moi, parce que le métier a changé. Moi, à l'époque, je cherchais encore des candidats avec des fiches en papier, en passant des coups de fil, en me faisant passer par différentes identités pour identifier des gens dans des organigrammes. Depuis, ça a changé. Il y avait pas de job board, pas de réseaux sociaux, pas de médias sociaux. Donc, c'était l'âge de pierre pour vous. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans un groupe que vous connaissez qui s'appelle Monster.com, le site emploi, où j'ai été le DRH Europe du Sud. Donc, je passais d'un extrême à l'autre. On est passé du 100% papier, chasse de tête classique, au 100% digital. Ensuite, j'ai travaillé dans une maison qui fabrique des shampoings. Ça m'a très bien réussi, comme vous pouvez le constater. Donc j'étais en RH, mais pour autant j'ai servi de cobaye et de test au laboratoire de recherche et développement et on a tenté des trucs fantastiques sur ma tête. Et je suis maintenant l'heureux des RH. Je vais vous le dire en fin de réunion, si vous voulez bien. Parce que je pense qu'il y a certainement quelques clientes dans la salle de cette grande maison de cosmétiques que tout le monde connaît et qui est numéro 1 mondial, pour faire simple. Assez rapidement cette période-là de ta vie en trouvant un boulot, mais on va te mettre des bâtons dans les roues, sinon c'est trop simple. Au début. Et voilà, pour conclure, de façon à ne pas trop monopoliser la parole, aujourd'hui, je suis un homme très très heureux. J'ai la chance d'être le DRH groupe d'une maison qui s'appelle Sony Music, donc une maison de disques. Et je gère 3000 intermittents, 200 permanents et une centaine d'artistes en contrat salarié, avec des gens que vous écoutez certainement de temps en temps le matin en vous levant ou le soir en vous couchant et où vous allez voir en concert. Et c'est certainement la plus belle expérience de ma vie pro. Donc je suis ravi d'avoir ce job aujourd'hui, de vous parler recrutement au carrefour du digital et de la musique, parce que c'est un secteur sur lequel on pourra peut-être échanger quelques minutes si ça vous intéresse. Mais, voilà. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci, bonsoir à tous. Alors moi, ça va être un peu plus rapide, il y a moins d'expérience. Donc Marion Beder, je suis au Brasserie Cronenbourg depuis 6 ans. Je m'occupe de toute la partie de recrutement de nos stagiaires et jeunes diplômés sur les fonctions essentiellement marketing et vente. Donc j'ai aussi l'honneur de vous rencontrer sur les relations écoles et j'ai une partie image employeur qui m'amène notamment sur les réseaux sociaux. Cronenbourg, c'est une entreprise conviviale et c'est aussi ce qu'on va chercher sur les réseaux sociaux, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Bonsoir, donc moi c'est Christophe Debeuil. Donc déjà je tiens à préciser que j'ai fait l'ESCA, donc c'est important de le préciser. Promo 2009, donc ça ne me rajeunit pas. Et donc moi je fais encore du recrutement dans l'univers du digital, donc exclusivement, et j'ai commencé par un petit cabinet que Jacques connaît très bien, qui s'appelle Blue Search, pendant quelques années, avant de rejoindre un plus gros cabinet américain qui s'appelle Robert Half pour créer et développer une practice dédiée à ces métiers-là. Donc, et voilà, ça fait 2 ans que je suis chez Robert Half. Et ça fait du coup 5 ans en tout que je travaille en faisant du recrutement et du digital. Donc effectivement, comme le disait Claude, une approche différente aujourd'hui et également très intéressante. On en parlera tout à l'heure. Jacques Froissant, je dirige un tout petit cabinet, parce que si Blue Search est un petit cabinet, j'ai un tout petit cabinet, qui s'appelle Altaïd. On a été les pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui le social recrutement. D'ici quelques jours, j'aurai 10 ans de LinkedIn. Juste pour vous donner, LinkedIn a eu 10 ans au mois de mai. Bientôt 10 ans de blog. Facebook, je sais pas, ça doit faire 7 ans. 6 ou 7 ans de Twitter, etc. Donc, on a développé tous les usages autour de ça. Chez Altaïd, 80% des candidats qu'on recrute, on les identifie grâce aux réseaux sociaux. Alors, je donnerai que ce chiffre qui est assez significatif, mais on va en reparler. Et comme Jacques est modeste, il est occupé de son livre qui s'appelle Guérilla Marketing pour l'emploi.
Je crois qu'il est au cœur du sujet aujourd'hui. Voilà, je m'appelle Laurent Rignot. Moi, je suis fondateur d'une agence de marketing et de communication digitale qui s'appelle Expertise Me. Et on est spécialisé dans les réseaux sociaux. Et on accompagne aussi bien les grands comptes, les PME, les PMI, mais également les hommes politiques, les consultants indépendants et autres, mais également les chercheurs d'emploi à s'afficher en tout cas sur Internet pour essayer de répondre aux attentes de nos amis DRH. Et notamment avec Jacques, on accompagne beaucoup de chercheurs d'emploi sur ces stratégies et cette mise en œuvre de visibilité sur Internet. Voilà. Bonsoir à tous, je suis Françoise Bordet, je travaille à l'ESCA. J'ai pris une nouvelle direction qu'on a lancée à la rentrée qui s'appelle la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle, que vous connaissez tous bien sûr, au moins par mail. On est parfois un peu classique à l'ESCA. Paul m'a proposé de venir à cette table ronde car j'ai en fait un fil rouge dans ma carrière que je ne vous détaillerai pas, bien sûr, puisqu'elle est beaucoup plus longue que celle de mes confrères et consoeurs de cette table ronde. Le fil rouge, en fait, c'est tout ce qui touche au recrutement, puisque j'ai déroulé la première partie de ma carrière chez des chasseurs de tête pendant une bonne dizaine d'années, où effectivement, on n'avait pas beaucoup d'outils pour travailler. Alors, vous aviez les fiches papier, moi, je n'étais plus aux fiches papier. On commençait à informatiser les bases de données de CV. C'était des grands débats. Est-ce que le CV est quelque chose qu'il faut diffuser? Est-ce qu'il ne faut pas trop le diffuser? Alors évidemment, aujourd'hui, on ne se pose plus du tout ces questions, mais c'était un peu les débats de l'époque. Ensuite, je me suis orientée dans la formation et j'ai intégré une autre grande école au niveau de l'executive education, donc au niveau d'un executive MBA, où là, j'étais en contact avec des cadres en milieu de carrière, disons entre 35 et 40 ans, et qui revenaient se former pour accélérer leur développement de carrière. Et puis, dernière tranche que je suis en train de vivre, l'ESCA. Donc, je suis entrée à l'ESCA en 2003 en direction programme master. Donc là, je me suis beaucoup occupée de programmes. Et puis, depuis 2-3 ans quand même, dans cette école, nous réfléchissons beaucoup à tout ce qui se passe sur le marché de l'emploi. L'insertion professionnelle est, nous pensons et nous en sommes persuadés, l'un des bastions qu'il faut absolument développer et renforcer, puisque si vous faites une école, c'est quand même avec l'objectif très fixe, hein, c'est de trouver un job qui corresponde à votre projet et surtout de pouvoir gérer votre carrière tout au long de votre vie avec la meilleure formation possible et des objectifs qui correspondent à l'évolution des entreprises. Donc l'insertion professionnelle est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On ne peut pas dire que les résultats soient mauvais. Les résultats de l'insertion professionnelle d'une école comme la nôtre, en fait, c'est plutôt porteur. Hein. 80%, entre 80 et 90% des étudiants trouvent un job avant 6 mois, enfin 6 mois après leur sortie de l'école. Donc les chiffres sont bons. Plus de la moitié des étudiants trouvent un job à l'issue de leur stage, donc ils sont recrutés par les entreprises qui les ont embauchés pour leur stage de fin d'études. Donc ce ne sont pas des résultats qui nous inquiètent. Hein. Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est vraiment un intérêt pour tout ce qui se passe et où nous pensons que nous devons, au sein de notre métier d'éducateur, former les étudiants à se positionner sur les réseaux sociaux. Merci. Bonsoir, alors Delphine Hardy, je suis chargée de développement RH dans la maison Balenciaga qui fait partie du groupe Kering. Je m'occupe aujourd'hui du recrutement, de tout ce qui est développement de projets RH et également des relations écoles et du développement de la marque employeur de la maison. Donc qui dit marque employeur dit digital aujourd'hui, mais nous on en est au tout début, on est en phase de réflexion de savoir comment développer cette marque employeur, sachant que dans le secteur du luxe, les choses sont très compliquées par rapport à l'image de marque. Voilà, donc c'est parfait, on a on a 3 niveaux, comme je disais, d'expérience avec Madame Hardy, Madame Bader et Monsieur Monnier, qui fait figure peut-être d'ancien dans le domaine du digital. Alors, j'ai retrouvé mon son, donc on va pouvoir y aller tranquillement, normalement. Donc, comment nos candidats préparent l'entretien d'embauche? Les objectifs de Cyprien présentés par le CIC. Je pense que la période entre la fin de tes études et le moment où tu commences à travailler est une des pires périodes de la vie, quoi. T'as pas de boulot donc t'es fauché, et t'es plus étudiant, donc t'as plus de réduction. T'es le pigeon, quoi.
Bonjour, un ticket pour la séance de 15 h s'il vous plaît. Très bien, 7 € s'il vous plaît. Ah, attendez, j'ai une carte. Très bien, ça fera 14 € alors. Yes! T'as donc tout intérêt à quitter assez rapidement cette période-là de ta vie en trouvant un boulot, mais on va te mettre des bâtons dans les roues, sinon c'est trop simple. Au début, tu penses que chercher un boulot, c'est ça? Alors qu'en vrai, c'est ça. Donc pas besoin de préciser qu'il faut bien préparer son entretien pour cartonner. T'imagines, l'employeur, il cherche ton nom et ton prénom sur Facebook et t'as oublié de faire le ménage dans tes photos. Je suis quelqu'un de très motivé. Je m'entends très bien avec mes collègues de bureau. Bref, je suis l'homme de la situation. Tout simplement. Pour l'entretien, tu dois faire attention à tout. Tes cheveux, tes vêtements, tout doit être millimétré. Mais il y a un détail qu'on oublie souvent. Comment tu amènes ton CV? Parce que tu vas pas ramener juste une feuille comme ça. Tenez, c'est mon CV. Et puis faut pas trop exagérer non plus. Mon CV, oui. Très bien. Alors, mon CV. Moi, je suis devenu un pro des entretiens d'embauche, forcément. Après en avoir passé des dizaines et des dizaines. Ma spécialité, les entretiens par webcam. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Très bien. Je vous recontacte très rapidement. Bonne journée. Oh, ce carton. J'ai cartonné. Là, le job, il est à moi, c'est sûr. Vous avez oublié d'éteindre la webcam. Bon, d'accord, je suis pas encore parfaitement au point, mais j'espère que vous le serez. Objectif premier emploi, enfin. Voilà donc pour une première vidéo. Et puis la deuxième, c'est côté recruteur, comment ça se passe pour faire son choix lorsqu'on a beaucoup de demandes. The Legend of Zelda, The Wind Waker HD, redonne vie à une des plus grandes épopées de tous les temps. Embarquez pour la plus grande des aventures et révéler une destination. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Vincent Manara. Okay, Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Yes, thank you. Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. Okay, he's okay. Okay.
Voilà. Je ne sais pas si ça va donner des idées à certains, mais en tout cas, c'était assez bien vu. Alors, avant de passer à la table ronde, je vais vous passer juste quelques petits slides que je trouve intéressants pour poser un petit peu le débat. Le portrait robot du salarié de demain. Donc, il y a eu un dossier de la revue Management il n'y a pas très très longtemps qui nous disait ceci. Première chose. Hop là, pardon, excusez-moi, décidément. Alors, le premier point pour le salarié de demain, c'est effectivement de faire preuve d'agilité mentale, donc d'être polyvalent, d'être multitâche, de pouvoir passer sans problème d'un point à un autre. On sait pas, on verra si ça correspond à ce que nos cabinets spécialisés recherchent ou ce que leurs clients recherchent. Tout ça pour répondre à des environnements de plus en plus fluctuants et rapides. Le deuxième point, c'est qu'il aura une intelligence relationnelle aiguë. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dans des systèmes de plus en plus rapides, complexes, où il y a des organisations qui existent depuis des dizaines, des vingtaines, trentaines d'années, avec des silos qui perdurent, les fameux silos, des départements bien clairs. Il faut arriver à faire dialoguer les fonctions et donc savoir un petit peu, être un petit peu une sorte de chef d'orchestre pour pouvoir faire parler tout ce monde. Troisième point, l'exploitation de son image sur le réseau, sur les réseaux. Savoir se mettre en scène, être actif sur les réseaux sociaux, animer un ou plusieurs blogs, tweeter, monter des vidéos, etc. etc. Donc en un mot, donc, gérer son personal branding. Donc ça sera un point clé de notre salarié. Quatrième point, je pense que c'est un des plus intéressants. Vous savez qu'on sort ce qu'on appelle les marchés de masse, où tout le monde avait à peu près, voilà, y compris au niveau des produits, mais au niveau des candidats aussi, on a tous un petit peu les mêmes formations. Face à une obsolescence grandissante, l'innovation, la créativité vont être des atouts maîtres. Et il y aura une préférence à ceux qui sortent du cadre. Quand on parle de positionnement à nos étudiants, c'est quoi votre positionnement si vous étiez dans un rayon? Pourquoi je choisirais un tel plutôt qu'un tel alors que vous aviez tous à peu près, en tant qu'étudiants, les mêmes profils? Cinquième élément, il pourra gérer un nombre croissant de données. Donc il y a un bouquin qui est sorti récemment de Sandra Anlard et qui explique que Internet est un espace où l'on oublie ce que l'on cherche et où l'on trouve ce que l'on ne cherche pas. Donc, comment traiter une masse d'informations extraordinaires tout en restant fixé sur son objectif? Ça va être un point essentiel parce que très souvent, effectivement, on se perd et puis 2 heures après, on se dit mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et on oublie ce qu'on était en train de faire. Donc, c'est vrai qu'il va falloir savoir gérer toutes ces données. Sixième point, la multiculturalité, donc ça c'est un point bien entendu qui est clé. La mondialisation plus que jamais à l'ordre du jour. Donc il va falloir maîtriser tous les codes. La formation tout au long de la vie, dans un environnement qui mute tout. Vont avoir une durée de vie de plus en plus brève et l'apprentissage va devenir vraiment permanent. C'est ce que déjà on regarde et pas seulement à l'intérieur de l'entreprise, c'est ce que déjà on observe. Nous tous, on est obligés toutes les semaines, tous les mois, soit par des tutoriaux en ligne, soit vous voyez, il y a le son qui marche pas, on est obligé de se débrouiller comme on peut. Donc vous voyez que voilà à peu près le portrait robot du salarié de demain. Alors, au niveau de la fonction DRH et du digital, je vous ai mis un petit slide que j'ai trouvé dans le Figaro il n'y a pas très longtemps, vous voyez, septembre 2013, qui dit « Selon vous, le digital pour la DRH, c'est quoi ?»
Eh bien, pour 41% des répondants, c'est une priorité dont la RH doit s'emparer dès maintenant. Pour 26%, ça va être effectivement juste un moyen pour la RH, pour les DRH, de réfléchir à leur propre positionnement. Et pour 22%, une opportunité pour étendre leur rayonnement. Sur les points un peu plus négatifs, on voit que les risques liés au digital pour la DRH sont essentiellement centrés sur la confidentialité des données, pour 48%, donc ce qui est quasiment la moitié. Donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Ensuite, pour 33%, la détérioration de l'image de l'entreprise en l'absence de modernisation des outils de communication, hein, très souvent dans les DRH, c'est un petit peu le point faible. Et puis enfin, le risque de perte d'autorité et de contrôle des managers, parce que les managers, bien entendu, on leur a appris pendant des années, des décennies à fonctionner d'une certaine manière, qui est souvent, je dirais, proportionnelle un petit peu au mode d'organisation pyramidale dans l'entreprise. Eh bien, du jour au lendemain, le digital court-circuite tout ça. So what? Qu'est-ce qui se passe? Voilà sur ce petit slide. Et puis, le dernier que j'ai trouvé intéressant, j'ai vu un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Karine Villiers, et qui dit que finalement, le défi digital va pousser les DRH à vivre leur 3e mutation. Donc, on va faire intervenir notre table d'un mot là-dessus. La première, c'était effectivement les fondamentaux du métier, le basique, c'est-à-dire l'efficacité administrative. Une DRH, ça doit savoir automatiser des routines, gérer le paiement, etc., etc. Donc tout ce qui est procédure en self-service. Le deuxième point, c'est l'efficience, qui n'est pas pareil que l'efficacité. Donc l'efficience des DRH au service des métiers de l'organisation. Donc là, les DRH ont commencé selon Karine Villiers, à se mettre au service de l'organisation, des métiers, donc aller voir les managers, comprendre les métiers des uns et des autres pour pouvoir optimiser au maximum les recrutements, donc en tant que conseiller. Et le troisième temps, ce serait que la DRH, effectivement, devienne une force motrice de la transformation culturelle de l'organisation. Et donc là, forcément, dès qu'on parle de transformation culturelle, le digital arrive un petit peu au cœur je dirais, de la conversation, puisqu'il s'agit de transversalité, de nouvelles attentes des salariés et des candidats, de comportement, etc., etc. Voilà à peu près sur les quelques slides que je voulais vous montrer. Donc peut-être un tour de table pour démarrer un petit peu avant de rentrer dans le vif des outils et du sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Qui veut commencer à intervenir? Jacques. J'ai une petite réflexion sur force motrice de la transformation culturelle de l'organisation. Aujourd'hui, avec le digital, les DRH sont les plus en retard dans l'entreprise. Donc, ils courent après. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui se passe et que c'est difficile pour eux d'intégrer une culture digitale qui en gros a poussé à passer d'organisation pyramidale où en haut le pouvoir c'est le savoir à une organisation qui est beaucoup plus éclatée où c'est le pouvoir d'influence qui compte, donc celui qui partage, qui échange son savoir, qui finalement va avoir plus d'impact et plus de reconnaissance par son expertise. Donc ça bouge beaucoup la donne sans parler des réseaux sociaux pour le recrutement, etc. Mais dans ton observation, est-ce que quand tu dis les DRH, est-ce qu'on peut peut-être distinguer les DRH qui travaillent tout seuls dans leur coin et puis ceux qui sont appuyés par la direction générale peut-être? Non. Pas du tout. Non, c'est une question. Je pense que c'est vraiment une question culturelle du DRH en question qui prend les choses en main ou pas. Après, c'est clair que si tu n'es pas soutenu par ta direction générale, tu fais rien. Toutes les expériences, par exemple, de réseaux sociaux d'entreprise, celles qui ont réussi, c'est uniquement où il y avait un vrai leadership de la direction générale et des opérationnels. Si c'est juste un leader d'un patron commercial dans son coin, ça ne fonctionne pas. D'accord. Alors, ce que je vous propose, peut-être il y a un autre
Quelqu'un qui veut rebondir? Non, c'est bon. Alors, on va articuler, on a un peu le temps, je dirais nos discussions autour de 3 grands chapitres. Le premier, c'est tout ce qui concerne un petit peu les outils, donc la boîte à outils du DRH, en quoi le digital finalement a changé la manière d'appréhender les choses entre aujourd'hui et il y a 10 ans. Comme tu disais tout à l'heure, est-ce que vraiment, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a changé? La deuxième grande partie, ce sera plus sur les conseils qu'on va donner aux candidats, à tous nos étudiants qui sont dans la salle, et puis également aux recruteurs qui sont aussi dans la salle. Quel type de conseils on peut leur donner? C'est simple, d'aller sur Robert Half Welted. Voilà. Jacques, il est en pleine forme, il attaque très fort. Et puis le troisième aspect, c'est effectivement tout ce qui concerne la fonction, là on verra plus un petit peu en macro, ce qu'on vient de voir là, la fonction de la DRH, comment elle est impactée, puis bien sûr on vous donnera aussi le micro à vous tous pour poser toutes les questions que vous souhaitez à nous inviter. Alors on va peut-être démarrer par les outils. Alors qu'est-ce qui a changé finalement? Est-ce que tout ça, c'est pas un petit peu du vent? Est-ce qu'on nous vend pas? Parce que tout le monde, moi j'entends souvent dire finalement, le digital, ça va, c'est un petit peu, de la flûte, quoi. Bon, ça va, ça change rien fondamentalement. Il y a toujours quelqu'un qui, alors je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais j'adore ça. Il y a toujours quelqu'un qui cherche un emploi. Demande à ton voisin si la musique elle a pas changé avec le digital. Alors justement, on va demander à Claude. Pour bien répondre à la question, qu'est-ce que ça a changé dans la musique ou qu'est-ce que ça a changé dans la fonction RH? Non, dans la fonction RH et puis peut-être dans la musique aussi en particulier, peut-être. Dans la fonction RH, ça a changé quelque chose dont on parlait peu il y a 10 ans. C'est l'équilibre vie pro, vie privée. Ouais. Aujourd'hui, il y a une certaine population dans l'entreprise pour lequel le temps de travail effectif ne s'arrête pas. Mmh. Et on va le distinguer du temps présentiel. C'est-à-dire que moi, je peux être présent au bureau et en plus, on a une culture latine qui a quand même une fâcheuse tendance à confondre un peu tout. C'est-à-dire que je suis au bureau très tôt, je suis au bureau très tard, donc je suis quelqu'un de très important et ma carrière ira plus vite. Aujourd'hui, c'est moins simple, même s'il y a encore quelques entreprises du CAC 40 qui sont arc-boutées sur ce type de culture, alors qu'elles écrivent dans des réunions, dans les salles de réunion entières, charte de la parentalité, charte de la diversité, charte de l'équilibre et tout ce que vous voulez. Ça a changé vie pro, vie privée. Parce que là, pendant qu'on est en conférence, moi, je peux savoir 3 choses extrêmement importantes pour moi. C'est où sont mes enfants, c'est est-ce que mon épouse est encore au travail, et est-ce que je vais pouvoir prévenir ma nounou à temps en fonction de l'heure à laquelle va se terminer la conférence, alors que je suis au travail. Il y a 10 ans, ça c'était impossible. Et c'est vrai dans l'autre sens. C'est quand je vais rentrer très tard ce soir pour retrouver mes enfants, ce qui est définitivement la chose la plus importante pour moi, je vais bosser. J'en ai un sur chaque genou, mais j'aurai ça dans la main et je vais répondre à mon boss. Alors à mon boss qui est pas très loin d'ici, dans Paris, et à mon boss qui est à 6000 km d'ici, pour qui ce sera l'heure du déjeuner, qui me dira « Claude, je vais avoir un point précis là-dessus, un point précis là-dessus, un point précis là-dessus. » Et je vais lui répondre en temps et en heure. Il y a 10 ans, ça n'existe. Il y a 10 ans. Si, il y a 10 ans, ça existait déjà un peu comme ça, mais c'était une petite tranche de la population. Il y a 20 ans, ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc les nouvelles technos ont changé ça. Et puisqu'elles ont changé ça, elles ont quasiment tout changé dans la vie professionnelle des uns et des autres. Parce que cet équilibre-là est quand même quelque chose de définitivement structurant et que l'identité professionnelle aujourd'hui a pris le pas sur l'identité personnelle. Ce n'est pas de job, vous n'avez pas de statut social, vous n'avez pas de rémunération, donc pas de pouvoir d'achat et c'est terminé. La messe est dite. À l'inverse, si vous avez un job, vous avez soit une très grosse peur de le perdre, donc vous allez vous rendre corvéable à merci, soit vous avez un job qui est purement alimentaire et vous allez passer beaucoup de votre temps grâce à ces outils-là à chercher le prochain, qui devrait plus vous plaire, plus vous épanouir. Et vous apercevez qu'on est rentré dans une espèce de petit trou qu'on trouve dans les cages des hamsters, où finalement, ça, c'est extrêmement compliqué à gérer. Et qu'au-delà de la fonction RH aujourd'hui, les gens que ça interroge le plus, c'est évidemment les directions générales, qui ont valeur d'exemple. C'est est-ce qu'elles poussent à la roue ou est-ce qu'elles la freinent un peu? Donc on a vu des expériences extrêmes, des boîtes où aujourd'hui le mail est interdit le vendredi, ou à l'inverse, des boîtes où si vous n'avez pas envoyé 200 mails et reçu 200 mails dans la journée, vous n'êtes pas un high potential. Et puis vous avez une autre population qui n'est pas dans l'entreprise mais qui est à l'extérieur, c'est les gens qui travaillent sur les RPS, alors psychologues de toute nature, ou psychiatres, ou sociologues et autres. L'IRPS Risques psychosociaux. Et
ce qui m'intéresse le plus dans cette logique de risques psychosociaux, excusez-moi, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un des enjeux pénaux pour le patron de l'entreprise et le DRH, les risques psychosociaux. On y met dedans le harcèlement et plein de choses. C'est les gens qui font de la prospective sur ce sujet-là. Donc on va faire de la prospective sur le recrutement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer de parler du recrutement des 10 années à venir. Et je vous invite à lire un bouquin qui est quand même fondamentalement intéressant pour savoir ce qui va se passer dans 10 ans, puisque vous êtes déjà vieux, jeunes gens dans cette salle. C'est ce qu'a écrit Michel Serres avec Poussette. La petite Poussette, ouais. Lisez ça. C'est simplement 100 pages qui, après les avoir lues, sincèrement, cette conférence déjà prendra une autre résonance pour vous. C'est relativement incroyable à lire, c'est incroyable à relire, et je vous assure qu'il y a beaucoup de choses que les DRH devraient lire dans ce bouquin, parce que c'est ce qui les attend pour les 20 années qui viennent. On ne parle même pas de la génération Y dans ce livre, on parle de la génération, je ne sais pas quelle lettre, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est incroyablement étonnant. Ensuite, pour refermer la parenthèse sur la fonction RH, donc moi j'y reviens en synthèse, c'est changement, équilibre vie pro, vie privée, pour moi que les nouvelles technos ont changé, même si après... C'est pour ça que vous avez 2 téléphones. Ouais, j'en ai un pour le pro, un pour le perso. D'accord. Pour 2 raisons très simples, c'est que si je perds mon boulot demain, moi je veux garder un numéro de téléphone et une adresse mail personnelle. Or, si je perds mon boulot, je dois rendre mon BlackBerry Pro, ce qui fait que je me déconnecte de 100% de ma vie sociale. Or, ma vie sociale est plus importante que ma vie professionnelle. Donc j'ai un perso, et ce perso, paradoxalement, mon boss a mon numéro personnel et il sait que là-dessus c'est 772424. Donc vous imaginez l'injonction paradoxale que ça crée dans un cerveau normalement constitué. C'est que j'ai un perso sur lequel mon patron m'appelle et j'ai un pro sur lequel mon épouse m'appelle. Elle est évidemment DRH et elle est évidemment DRH. D'ailleurs, c'est la meilleure DRH que je connaisse, avec tout le respect que j'ai pour les éminents DRH qui sont là. Voilà. Ce que ça a changé dans la musique, je vais reprendre les mêmes objets. C'est pas un hasard que je les ai pris sur les genoux avec moi ce soir, parce qu'on a besoin de rien d'autre ce soir. Il y a 10 ans, sur 100 albums vendus, il y en avait 99 achetés sous forme de CD dans un magasin et 1 de volé. Aujourd'hui, sur 100 albums écoutés, il y en a 99 écoutés là-dessus et il y en a 80 de volés, donc par des gens dans cette salle, bien évidemment. J'ai les noms, donc on réglera ça tout à l'heure en partant, si vous voulez bien. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, 9 albums sur 10 est écouté là-dessus, et je fais 2 commentaires avant de laisser la parole. C'est la pire qualité de son depuis qu'on fabrique de la musique dans le monde. C'est du MP3 compressé. Alors même si vous achetez des casques à 500 €, ce que vous écoutez sur votre smartphone, c'est nul, hein, en qualité sonore, je tiens à vous le dire. Prenez des notes. Hein. Rien de vaut un vinyle 180 grammes sur une belle platine que vous allez piquer à vos parents parce qu'ils l'ont gardé, ils l'ont mis à la cave et ils ne savent même plus comment ça fonctionne. Et le deuxième commentaire que je peux faire, c'est on ne paye plus la musique alors qu'on n'en a jamais autant écouté. Aujourd'hui, elle est partout. Hein, elle est dans les ascenseurs, dans les toilettes, dans les aéroports, dans votre voiture, dans les bureaux, dans les classes, dans vos smartphones, sur vos ordinateurs, sur les tablettes, sur les iPod, iTouch et plein d'autres choses, dans les montres. Et on ne l'a jamais aussi peu payé. Ça veut dire qu'on n'en a jamais autant écouté quantitativement, on ne l'a jamais aussi mal écouté qualitativement, on ne l'a jamais aussi peu payé. Et pour vous donner un indice très clair, on a détruit dans l'industrie musicale sur ces 10 dernières années plus de 50% des emplois pérennes. On a supprimé un poste sur 2. La dernière fois que ça s'est passé dans une économie industrielle, c'était l'imprimerie au 19e siècle. 19e, 20e, on a supprimé un poste sur 2 dans l'imprimerie. La musique, c'est la même chose sur 10 ans. Alors que pour autant, on n'en a jamais autant écouté. Et votre génération, à vous particulièrement, je m'adresse aux 20-30 dans la salle, avec tout le respect que j'ai pour les personnes plus jeunes, un peu plus âgées, vous n'en avez jamais autant consommé, et vous ne l'avez jamais aussi peu payé. Grâce et à cause de ça. Ok, merci. Juste faire une analogie et rebondir sur ce que vous dites. Ce qui est intéressant de constater avec la musique, c'est qu'il y a un lien direct avec le digital. Les sociétés passent beaucoup d'un modèle product-centric à un modèle client-centric. Donc le digital est un vecteur, c'est pour ça qu'on met tout et n'importe quoi dans le digital. C'est comme si on disait politique. Il y a politique économique, politique militaire, donc c'est vraiment aborder plein de sujets à la fois. Et ce qu'on constate avec la musique, c'est qu'avant, et moi je fais partie de cette génération, on achetait des albums et on suivait des artistes. Et on achetait un album, on payait, je sais pas à l'époque, 100 francs ou 150 francs. Et on écoutait tout l'album, mais on aimait bien la track numéro 1, 8, 12, 15, mais on écoutait quand même les autres. Donc on suivait vraiment, c'était une autre manière de consommer la musique. Ouais. Aujourd'hui, on consomme différemment, que vous téléchargez légalement ou illégalement, on consomme un morceau. Et d'ailleurs, je suis sûr que dans votre poche, vous avez tous des playlists avec des morceaux qui se ressemblent pas du tout les uns par rapport aux autres. Vous les avez téléchargés dans cet ordre-là, vous les écoutez. Donc on consomme vraiment complètement différemment. C'est un peu l'image de la société, c'est-à-dire qu'on va consommer, on va écouter à fond pendant 2 mois, et puis on va acheter. C'est valable pour plein de choses, on va pas déborder sur le sujet, mais le digital permet aussi aux entreprises de pouvoir capter
le marché et de suivre ce marché pour s'adapter et répondre stratégiquement à ces enjeux-là de consommation. Donc c'est valable vraiment pour tous les sujets et c'est de très très grandes entreprises aujourd'hui se posent la question et du coup ça redonne au marketing un peu des lettres de noblesse parce que le marketing permet notamment avec la data de pouvoir capter des infos de marché, etc. Alors, donc c'est tout ça lié au digital. Justement, dans ce domaine-là, dans le recrutement et dans les outils, quels sont les outils finalement qui ont véritablement révolutionné la fonction RH et le recrutement, à ton avis? Moi, mes premiers stages, j'ai fonctionné sans réseaux sociaux. Donc effectivement, je m'étais inscrit un peu plus tard que vous. J'étais effectivement, comme disait Claude tout à l'heure, je faisais des scénarios de chasse, j'avais des tableaux Excel et j'allais contacter les gens, je passais par le standard. Je regarde des très très bons souvenirs, mais c'était quand même des méthodes assez archaïques. Et moi, je fonctionne quasi exclusivement via LinkedIn, très peu par Viadeo, mais effectivement Viadeo c'est un peu particulier, c'est plus franco-français je trouve. Mais pour moi, LinkedIn est un outil absolument extraordinaire. On en reparlera pour les conseils qu'on peut vous donner, mais le mot-clé par rapport à ça, c'est bien sûr la visibilité. C'est de la visibilité de la part des candidats potentiels, des gens qui sont absolument pas à l'écoute du marché et qui ont un CV en ligne extrêmement bien rempli, que l'on peut contacter directement si on a un compte premium par exemple. Donc ce sont des outils absolument fabuleux qui nous permettent notamment de squeezer toute la partie sourcing, parce qu'aujourd'hui les entreprises font appel à nous, notamment pour le sourcing. Et notre valeur ajoutée a considérablement diminué depuis qu'il est extrêmement facile de trouver des candidats sur la toile, notamment via LinkedIn et Viadeo. Donc on leur explique qu'il y a aussi l'évaluation, que c'est bien beau de sourcer les candidats, mais après effectivement il faut quand même prendre du recul sur est-ce que ce sont les bons candidats qui correspondent au poste. Mais ça a quand même, en ce qui me concerne, et je parle vraiment sous votre contrôle éventuellement, mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup changé notre profession. Alors côté entreprise, Marion, quels sont les outils qui ont révolutionné depuis combien, 5-6 ans? Ouais, depuis 6 ans, j'ai déjà envie de dire le mail, tout simplement, parce que même il y a 6 ans, on recevait encore énormément de candidatures papier, même des lettres manuscrites encore. Aujourd'hui, j'en reçois 10 par mois, c'est beaucoup. Donc déjà, premièrement, le mail qui a révolutionné la chose, parce que du coup, même dans l'écriture d'un CV, dans l'écriture d'une lettre de motivation, on ne se parle plus de la même manière. Il y a quelque chose, un côté formel qui a déjà commencé à disparaître et qui continue cette fois-ci sur le web, alors que LinkedIn, sur lequel je travaille, alors Viadeo aussi beaucoup pour la France, pour le coup, mais aussi Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux, où aujourd'hui, effectivement, les candidats doivent être visibles, mais nous aussi, côté recruteur, que ce soit moi en tant que personne et la société Brasserie Cronenbourg, pour qu'on puisse être contacté. Et aujourd'hui, c'est là où on fait partir un deuxième aspect de la formalité de l'acte de candidature. C'est que finalement, on me fait un simple message instantané sur Facebook pour savoir si j'ai des opportunités à proposer avant de m'envoyer le moindre CV. Très bien. Delphine, peut-être un mot sur le fait que justement, qu'est-ce qui vous a amené chez Balenciaga à vraiment s'intéresser de près au digital? Quel outil particulier par rapport à un autre? Alors globalement, LinkedIn est un outil aujourd'hui qui est fort utile et qui en effet, je pense, court-circuite un petit peu les cabinets de recrutement parce qu'on a sur des profils très spécifiques où avant on avait vraiment besoin de cabinets qui avaient une expertise. Aujourd'hui, on a juste à faire une recherche qui est déjà inscrite, qu'on a déjà programmée peut-être 6 mois avant ou quoi que ce soit, qui se met à jour automatiquement et qui nous sort les bons candidats et qui permet de faire notre sourcing nous-mêmes. Donc je pense que ça, c'est un gros changement. Et ensuite, je pense que c'est un gros changement aussi par rapport à l'international. Nous, dernièrement, nous avons mis en place un outil de visio-entretien qui est tout neuf pour nous, mais qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des entretiens avec des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou des gens qui sont à New York mais qui veulent revenir en France, etc. Et ça change vraiment la vie parce que ça implique une réduction de coûts pour la RH parce que sinon on fait venir des gens, on paye des billets de train, des billets d'avion. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est vrai que les choses vont beaucoup plus vite. On n'a plus besoin de se dire, bon, dans 3 semaines, je pourrai enfin le voir et pourra être disponible, etc. Les choses vont beaucoup plus vite. Donc le rapport au temps et le rapport à l'espace qui est complètement bousculé. Ouais. Laurent, peut-être un mot sur les outils. D'après toi, l'outil clé qui a fait, qui a dans ton métier, qui a bougé les choses?
marketing. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont été impactés, ou plutôt le marketing a été impacté directement il y a, on n'a qu'à dire moins de 10 ans, par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les directions commerciales, après, s'y sont mises et ont utilisé dans un cadre de conquête, de fidélisation ou de communication sur leur offre commerciale, ont utilisé les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les DRH, depuis maintenant quelques années, s'y mettent. Tout à l'heure, on en parlait. Voilà, j'ai fait une conférence notamment auprès des entreprises du CAC 40. Devant moi, j'avais 40 stratégies complètement différentes et qui vont se baser en fonction de leurs problématiques de recrutement, mais aussi parfois, et en ce moment on est en plein dedans, de décrutement en fonction d'une cible, qu'elle soit sur des profils, qu'elle soit sur des tranches d'âge, etc. Il va vraiment falloir avoir une stratégie de marketing recrutement spécifique. Et donc, va en découler en fait des usages différents par rapport à des usages et des supports spécifiques. Vous utilisez plutôt LinkedIn, moins Viadeo. C'est vrai que Viadeo, peut-être moins utilisé, peut-être en plein Paris ou Île-de-France, mais en province, il y a des vrais intérêts. On n'est plus sur une population locale, on est sur des postes différents. Moi, j'accompagne une entreprise leader dans l'assurance qui a des vrais problèmes en région, ils utilisent Viadeo. Bon. Donc il y a vraiment des outils. Chaque entreprise a sa stratégie et donc ses outils. LinkedIn, Viadeo, YouTube aussi, ça peut être un bon relais. Que ce soit en France, à l'international, que ce soit sur différentes cibles, d'utiliser un petit peu ces outils. Et donc, définir la stratégie marque employeur, il nous faudrait quelques semaines. On va en reparler tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Et effectivement, il y a différents outils, on va pouvoir les segmenter. On va pouvoir faire, et vous aviez raison, faire du sourcing, parce que Internet nous donne la possibilité d'avoir des actions de levier, de démultiplication de nos actions, de nos contenus, de nos supports, de pouvoir sourcer. Et puis après, une fois qu'on a une grande quantité de candidats, eh bien, il faut aussi qualifier. Et je pense que ce soit en interne, les chargés de recrutement, que ce soit les cabinets de recrutement, vont pouvoir, eux, qualifier, valider les profils en fonction des attentes des candidats. Donc, bon, on en reparlera peut-être un peu plus dans le détail, mais c'est vrai que les outils sont assez nombreux, on peut les utiliser. J'ai bien aimé le spot de Heineken qu'on connaît depuis quelques temps. Cyprien n'a pas tort, il faut se démultiplier, mais avec une stratégie en adéquation avec la stratégie de l'entreprise en tout cas. Donc, c'est pas une réponse très précise, désolé, non, mais elle est en tout cas suffisamment large en fonction d'un environnement B2B, B2C. Françoise, une seconde avant de passer la parole à Jacques, sur les outils par rapport aux écoles justement. Oui, alors justement par rapport aux écoles, mais les outils, on est également en pleine réflexion et on commence à s'organiser en utilisant ces outils. Et moi, je vais retourner un peu la vapeur, comme on dit, en vous posant des questions, puisque nous sommes donc avec un marché de jeunes diplômés ou de très jeunes cadres qui sont sortis de l'école avec un an d'expérience par leur stage, leur césure, etc. Et par connaissance, c'est un marché qui est difficile pour les entreprises, pour les cabinets de recrutement. C'est un marché difficile parce que ce sont des jeunes qui ont une expérience réduite et même s'ils ont une spécialisation par leur formation, ils n'ont pas encore d'expertise et sur le marché de l'emploi, ils ne sont pas très faciles à identifier. Donc en fait, on est confronté à ça. Et ces outils semblent bien sûr être pertinents puisqu'ils permettent aux jeunes de s'organiser. Moi, il me semble quand même que les écoles doivent réfléchir, au moins se rapprocher des entreprises à ce niveau-là. C'est-à-dire, quel service peut-on offrir aux entreprises pour vous aider à faire que ce marché des jeunes diplômés soit plus organisé, puisque nous avons aujourd'hui des outils très, très, très perfectionnés pour identifier, chercher et regrouper des communautés de jeunes professionnels. Donc c'est plus des questions que des réponses. Alors qui veut répondre? Je le savais. On entre dans une ère où on parle de personal branding, de gestion de sa propre réputation. On gère son marketing personnel comme son entreprise gère sa marque employeur. Quand on fait du marketing, on pose son objectif, on pose sa stratégie, on pose ses tactiques. Chacun à son échelle, on doit être amené à faire ça. Aujourd'hui, avec effectivement des outils qui changent considérablement la donne, il y a 10 ans encore, j'aurais dit en conférence, votre profil que vous mettez sur Monster, il va apparaître à tout le monde, vous auriez hurlé.
Alors qu'aujourd'hui, ça vous paraît une banalité de créer un profil sur LinkedIn ou sur Viadeo et d'apparaître aux yeux du monde, quand il n'y a pas un blog à côté d'autres choses. Ça impacte aussi la façon de recruter dans les entreprises. Moi, quand j'accompagne des entreprises sur la mise en place du social recrutement chez eux, et je leur dis une chose, c'est que les outils du social recrutement, ça vous amène à refaire comme il faut votre métier de recruteur, parce que vous ne le faites plus bien. Pourquoi ? Parce qu'on a passé les années 80 et 90 à centraliser le recrutement dans les mains des RH. Donc, du coup, en parallèle, on a dégagé les opérationnels de l'aspect sourcing en particulier. Et ces opérationnels sont devenus de plus en plus exigeants, du type, il me faut un ingénieur bilingue anglais, là où un bac +2 qui baragouine anglais suffit. Et ça, c'est du classique. Il y a 3 ans, j'ai été DRH à temps partiel d'une entreprise qui venait d'être achetée où il fallait faire une transformation digitale rapide pour faire comprendre aux managers qu'il fallait qu'ils arrêtent de me demander des ingénieurs bilingues anglais parce que c'était la demande. Je les ai impliqués dans le tri de CV. Et je mettais volontairement des CV qui étaient capables de faire le job, qui avaient l'expérience, qui étaient bac +2 ou qui ne parlaient pas anglais. Et quand ils avaient dit « Ah ouais, il est super celui-là », je le retirais, je le déchirais, je le mettais à la poubelle. Je dis « Non, on ne peut pas, il est que bac +2 et il ne parle pas anglais. » « Non, mais t'es con, je veux le voir. » Mais il faut savoir, tu veux un ingénieur qui est bilingue anglais ou tu veux… Voilà, et je les ai rapidement fait changer. Et on s'aperçoit que dans les entreprises, de manière insidieuse souvent, on est arrivé à chercher des profils dont on n'a pas besoin, où le niveau d'exigence, il n'est pas celui-là. Et avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des gens qui vont contacter directement des opérationnels. Moi, ce que je dis toujours, quand vous êtes en recherche d'emploi et que vous utilisez les réseaux sociaux, ce n'est pas les RH qu'il faut viser, c'est les opérationnels. C'est un directeur marketing qui va se dire « Ah tiens, elle a fait un stage intéressant, j'ai envie de la voir. » Il va peut-être prendre votre profil LinkedIn et envoyer un mail au RH en disant « Je veux que vous rencontriez cette candidate. » Mais c'est lui qui va décider. Et en fait, en faisant ça, on redonne le pouvoir aux opérationnels, on le remet dans la balance. Et quand on y réfléchit un peu, c'est un directeur marketing qui a plutôt le réseau de direction marketing. Mais si je suis, on évoquait L'Oréal tout à l'heure sans le nommer, si je suis DRH chez L'Oréal et que j'ai besoin de recruter un ingénieur en production pour faire de l'injection plastique pour les flacons, je n'ai pas le réseau. Par contre, mon directeur d'usine et mon responsable de production, dans la plasturgie, il va avoir un réseau. Donc, je vais pouvoir, en utilisant LinkedIn, me réappuyer sur des vrais réseaux et des vraies ressources de l'entreprise. Bon, juste une petite question quand même, un petit peu. Si je suis un super candidat avec des compétences extraordinaires et que je n'ai pas Internet chez moi, que je n'ai pas d'ordi, que je n'ai pas de smartphone, j'ai aucune chance d'être recruté? Non, il vaut mieux aller à la pêche. Non, mais c'était juste pour vérifier, quoi. Oui, Claude? Je ne vais parler que pour la maison dans laquelle je travaille aujourd'hui. Dans le groupe Sony, on n'attend pas d'aucune école que ce soit que vous fassiez de bons candidats. C'est-à-dire que tous les outils, tous les investissements, tout le temps, toute l'énergie que vous pourriez mettre en œuvre pour aider cette formidable assemblée à trouver un job, on n'en a pas besoin. Les candidats sont de bien meilleurs candidats que les recruteurs sont de bons recruteurs, et je pense que là, le travail est déjà fait. On attend des groupes de formation, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils réduisent l'écart entre les programmes académiques qu'ils délivrent et la nature des jobs opérationnels qu'on a sur le terrain. Moi, aujourd'hui, j'ai un nombre de postes à pourvoir qui se compte sur les doigts des 2 mains. Aucun de ces postes aujourd'hui n'a de formation initiale académique en place en France. Aucun. Ça n'existe pas. Je cherche des gens qui seraient susceptibles d'avoir une expérience qui ne correspond à aucune des formations françaises aujourd'hui. Donc, je préfère que des groupes fassent de la R&D, de l'investissement en termes de formation pour
créer les jobs de demain en collaboration très étroite avec nous, mais qu'on ne multiplie pas les ateliers recrutement, les guides d'entretien, les simulations de je ne sais quoi, et qu'on passe de plus en plus de temps sur une année à formater et marketer le candidat. Je préfère qu'on passe de plus en plus de temps dans l'année à développer de la compétence qui est de plus en plus en lien avec nos organisations et la conduite du changement qui nous occupe. Alors nous, c'est ce qu'on fait à l'ESCA, je voudrais le dire quand même, parce que on a voilà. Sujet, mais alors je vais parler pour l'ESCA, parce que je ne vais pas m'avancer, mais je pense que la plupart des écoles fonctionnent quand même de cette façon. Pour chaque programme, des comités de pilotage sont montés avec des entreprises des représentatives de métiers que nous sommes, les professeurs, et chaque année, les programmes sont révisités en fonction des besoins exprimés par ce comité de pilotage qui représente les entreprises. Bon, donc ça, j'imagine que nous répondons, on va peut-être dire, à 80 ou 90% des besoins des entreprises. Après, il y a peut-être une frange de métier, et là, effectivement, on est plus dans la prospective, et c'est tout à fait avec intérêt que nous travaillons sur les entreprises, sur cette veille métier, en fait. C'est un peu ça que vous voilà. Alors, ça, c'est vrai. Juste, Françoise, pour rebondir sur ce que disait M. Monnier, par rapport au digital, qui est une matière vivante, c'est-à-dire que le digital évolue tous les ans avec des nouveaux métiers, des nouvelles problématiques, etc. L'Institut, ici, existe depuis 1 an. On a lancé un master spécialisé qui s'appelle Management Digital et Stratégie de Marque. Je fais un peu de pub aussi, voilà. Qui, en fait, est censé justement fabriquer, formater des gens qui sont 360 dans l'entreprise et qui font évoluer les organisations et qui articulent à la fois les fondamentaux du digital avec des fondamentaux organisationnels et managériaux. Parce que c'est vrai, quand on prend un community manager, qu'on le balance dans une organisation bien pyramidale, il a entre 3 et 4 mois de survie, parce qu'on va lui dire, mais attends, Coco, qu'est-ce que tu as été balancé sur Twitter, tu ne m'as pas consulté, etc., etc. Voilà. Donc on est en plein dans cette problématique. Voilà, c'est parenthèse refermée. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui, je voulais juste questionner notre prestigieuse table ronde sur... on n'a pas parlé d'outils, les blogs perso, les sites, et puis aussi des outils classiques. Est-ce que le CV papier, la lettre de motif classique, parce que là, tous nos candidats, tous nos étudiants ici, ils font les deux. Ils font les deux, ils font lettre papier, hein, vous me dites hein, si c'est pas vrai, mais je crois que tout le monde fait lettre papier, CV papier, etc. Et puis, ils se pressent de l'envoyer en 100 exemplaires minimum par mail et pour avoir bonne conscience. Hein, c'est ça à peu près. Non, j'exagère. Alors, qui utilise le CV papier encore ou la lettre de motivation papier? Bravo, bravo. Je pense qu'effectivement, elle a encore... pour certains jobs, pour certaines fonctions, pour certains métiers, encore un peu un avenir et en tout cas un élément différenciant. Vous en recevez 10 par mois, mais je ne sais pas sur quel volume de CV que vous recevez parmi toutes les candidatures numériques, mais effectivement, c'est bien souvent couronné de succès. Alors je ne veux pas dire qu'il y a un ROI un peu plus supérieur sur ces outils-là que sur d'autres, mais effectivement, elle a encore son existence. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas que le monde digital apporte là aussi une stratégie, comme une stratégie marketing, en tout cas sur le recrutement, une nécessité d'avoir une stratégie multicanale. De s'appuyer de toute façon sur des outils, je ne vais pas dire ancestraux, mais classiques, traditionnels, que sont le CV, la lettre de motivation, classique, mais aussi, et je vous invite à optimiser votre elevator pitch, de pouvoir vous présenter en 3 minutes, 1 minute, 30 secondes. S'il te plaît, elevator pitch. En discours de présentation très synthétique, voilà. Et d'optimiser ainsi chacun des mots, des virgules et des points pour vous présenter en 30 secondes, 1 minute, 3 minutes. De faire ce que vous faites ce soir. Venez demander à Jacques s'il a des jobs dans le digital après, ou à monsieur, ou à Paul, bien entendu. Parce que toutes ces opérations de networking, de réunion, de salon, vont vous donner la possibilité, en tout cas, de prendre des contacts et d'optimiser votre carnet d'opportunités devant vous. Les salons, on en a parlé, etc. Lisez la presse, vous allez pouvoir déceler peut-être des leaders d'opinion qui vont parler de tel et tel sujet, qui vont vous intéresser, en tout cas sur les secteurs d'activité que vous visez, et vous allez pouvoir également avoir des actions, on va en reparler tout de suite,
un petit peu plus digital. Donc, on continue à utiliser des supports traditionnels. Et puis, à côté de ça, dans notre stratégie multicanal, on va avoir des stratégies sur des supports digitaux. Donc, effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux en sont les fers de lance. On va parler effectivement d'un profil sur LinkedIn assez détaillé. On pourra rentrer dans le détail tout à l'heure, sur Viadeo, sur Do You Buzz, etc. C'est vrai que défendre un parcours professionnel, défendre une expertise, défendre des spécificités métiers sur un blog, ça peut avoir du sens aussi. Je dirais peut-être même plus pour des directeurs du marketing, directeurs de la communication, directeurs commerciaux ou autres, d'aller vraiment planter des compétences métiers par des prises de participation par rapport à une actualité, par rapport à des éléments différenciants. Sur un blog, ça peut avoir du sens. D'aller après diffuser des informations. Alors moi, je ne suis pas trop pour les vidéos parce que on l'a vu, dans les entreprises, on n'a pas forcément le son. Donc la DRH qui a un vieux Dell sans haut-parleur va peut-être pas forcément voir un CV vidéo. On n'est pas tous Gérard Depardieu pour présenter au mieux ses compétences. Donc voilà, donc il y a effectivement des supports qu'il faut peut-être parfois éviter. Juste un éclaircissement, c'est quoi une stratégie multicanal intégrée par rapport à une entreprise déjà, et puis ensuite on verra peut-être par rapport à un candidat, mais par rapport à une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'entreprise qui décide de dire bah, tiens, je vais me lancer sur Facebook, je vais faire une page Facebook sans rien d'autre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Aujourd'hui, définir un marketing de marque employeur, ce n'est pas reproduire mon marketing corporate, c'est se reposer des questions. Encore une fois, on fait. Le DRH, aujourd'hui, il doit avoir une compétence marketing, ou s'entourer en tout cas de ces compétences-là pour définir mon objectif, c'est quoi. Si je suis DRH à la Société Générale ou chez L'Oréal ou chez Danone et que je cible essentiellement des jeunes diplômés, je prends l'exemple de Danone que j'ai accompagné, 450 recrutements par an de jeunes diplômés, de stagiaires, il est évident qu'une stratégie qui est centrée autour de Facebook et d'outils comme ça est essentielle. Voilà. Pourquoi? Parce que, tiens, on va faire un petit sondage. Qui parmi les jeunes, c'est bizarre, ils sont mis tous à gauche, a un compte Facebook? Qui parmi vous n'a pas de compte LinkedIn? Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si je suis Danone et que je veux commencer à communiquer avec vous avant même que vous sortiez de l'ESCA, vaut mieux que je sois sur Facebook. Voilà. Par contre, si je suis une société qui va recruter des gens plus expérimentés dans le digital, par exemple, je sais pas, qui va... par exemple, une société comme Sony, qui a priori plaît bien aux jeunes, non, la musique, théoriquement? Oui, mais même, on citait L'Oréal, ils ont clairement une stratégie marketing multicanal en fonction des cibles. Si vous allez voir, ne serait-ce que sur Facebook, vous allez trouver une page L'Oréal Talent Recrutement qui est une page globale, vous avez une page par pays, vous avez une page orientée ingénieur. Aux États-Unis, vous avez une page orientée ingénieur femmes. Donc, c'est ça, faire. Je parle que de Facebook, mais ils ont une stratégie aussi sur LinkedIn. LinkedIn devient essentiel dans la gestion d'une marque employeur à travers les pages entreprises, à travers la possibilité de partager des informations, de les relayer, de s'acheter de la pub dans LinkedIn. Donc, il y a tout un tas de stratégies qui sont vraiment de la stratégie marketing à mettre en place. Et en face, en tant que candidat, il faut réagir un peu pareil. Moi, je voudrais juste préciser une chose, c'est que je vais être sans doute le plus jeune ici, mais je suis vraisemblablement celui qui a vraiment la vieille école. C'est-à-dire que, par exemple, une lettre de motivation, pour moi, je ne l'ouvre même pas. Je le dis, c'est clair, c'est net, c'est dans le corps du mail que vous devez être synthétique et expliquer pourquoi est-ce que on mérite d'ouvrir votre CV. Je suis volontairement franc, mais c'est la vérité. Quand j'ouvre un CV, là, vous avez mon attention pendant 3 secondes. Puis après, si le CV me plaît, je vous accorde 10 secondes de plus.
éventuellement 20 secondes supplémentaires, et c'est là que je prends ma décision de décrocher mon téléphone. C'est comme ça, il faut se démarquer. Alors on peut se démarquer en faisant des blogs, on peut se démarquer en faisant... je sais pas si vous avez suivi l'histoire de ce type qui avait acheté un encart publicitaire sur le bord d'une route, et qui a réussi par avoir un boulot comme ça. Il a fait un buzz pas possible. Bon, c'est un exemple très rare, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi avoir cette réalité en tête, et que c'est très bien d'avoir différents outils de visibilité. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop se disperser. Alors, il y a certains outils qui sont extrêmement utiles, notamment pour les profils web designers, où c'est hyper important qu'on puisse avoir un peu une vue de ce qu'ils peuvent faire, parce que moi, je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter théoriquement, à part la maîtrise de différents outils. Mais donc, j'ai besoin d'un visuel, mais pour le reste, c'est vrai qu'il faut être assez synthétique et pas trop se disperser dans sa communication, je trouve. Oui, c'est un point très important, c'est-à-dire que le CV est un acte de marketing direct, au sens faire réagir immédiatement. C'est ça du marketing direct. C'est comment je fais pour faire réagir tout de suite. Hein. Oui, c'est ça. Je vais... Alors Marion. Je vais rebondir et confirmer un peu tout ce qui a été dit. On a parlé de la stratégie cross-canal des entreprises et des candidats, mais en final, c'est la même chose en tant que candidat. Faire des blogs, tout le monde, ça ne sert à rien. C'est vraiment en fonction aussi du métier que vous allez cibler. Donc vous êtes un expert et vous savez en parler. Bien sûr, un blog, c'est peut-être la bonne situation. On parlait des quelques CV papier que je reçois. Pour un commercial, j'ai reçu une bouteille de Cronenbourg avec une lettre de candidature à l'intérieur. Moi, j'ai trouvé que ça a fait de l'effet. Donc, c'est vraiment aussi s'adapter. Nous, on fait des stratégies en fonction des candidats, jeunes diplômés, commerciaux, marketing, ingénieurs, etc. En fonction sur LinkedIn, sur Facebook. Les candidats, c'est la même chose. C'est pas parce que tout le monde fait des blogs en ce moment qu'il faut en faire. LinkedIn, ça marche effectivement, mais via des aussi toujours si vous cherchez sur la France ou autre. Donc, c'est vraiment aussi s'adapter à quelles entreprises vous voulez cibler et arriver à faire la bonne stratégie parce que le buzz, oui, ça peut marcher pour les entreprises sur des vidéos, sur des candidats avec des encarts publicitaires ou autres, mais ça ne peut pas marcher à tous les coups. Donc il faut arriver, vous aussi, à cibler correctement et finalement les 100 candidatures envoyées comme ça, exactement la même, aujourd'hui c'est encore ce qui marche le moins. Moi, effectivement, un mail de candidature qui est personnalisé par 3 phrases parce que la personne a fait attention peut-être au poste que j'avais ouvert, au stage que j'avais ouvert, et pas simplement je recherche du 1er mai au 31 août, et voilà, et je m'en fous de ce que vous proposez. Oui, la personnalisation, ça reste important parce qu'on parle des ressources humaines, et l'humain, ça reste quand même au cœur de tout ça, donc il ne faut pas l'oublier dans vos actes de candidature également. Et ça, c'est des conseils qui précèdent de beaucoup, je dirais, l'arrivée du digital. Hein. C'est des conseils de bon sens. Peut-être, Delphine, dans le luxe, est-ce qu'il y a des conseils spécifiques qu'on peut donner à nos candidates ou nos candidats qui seraient intéressés, par exemple, pour se faire voir et repérer sur ce domaine? Nous, on reçoit énormément de candidatures. C'est de la gestion de masse de CV, très clairement. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, personnellement, quand je reçois entre 20 CV par jour sur mon adresse mail professionnelle, j'ai tendance à tous les effacer parce que ça se noie dans mes mails qui sont urgents, que j'ai à traiter. Pareil sur LinkedIn ou Viadeo, je reçois pareil à peu près 10 CV par jour et quand on a envie le vendredi, bon d'accord je m'y mets et qu'on doit traiter tous les CV, c'est un peu compliqué. Par contre, en effet, le CV papier pour moi est toujours important et marche très bien. En tout cas, voilà, quand je reçois à peu près 10 CV papier par jour et que je les regarde, je vais aller chercher directement dans la lettre de motivation parce que je ne sais pas ce que ce monsieur ou cette madame veut faire et je vais regarder et je vais m'intéresser vraiment à la lettre de motivation pour pouvoir ensuite le classer. Alors, on fait des choses un petit peu peut-être archaïques, mais on classe encore nos CV papier dans des armoires qui fonctionnent très bien et on retrouve des petites pépites 3 ans plus tard avec ce système-là. Pardon ? Mais ça fonctionne très bien et souvent on a des vraies lettres de motivation complètement originales, alors surtout dans la mode, avec les stylistes qui nous font des books. On reçoit des enveloppes comme ça et on a tout de suite envie d'ouvrir et de s'intéresser, de regarder le book. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est intéressant. Un book qui est accroché à un CV qu'on ne peut même pas transférer dans notre logiciel de candidature parce qu'il est énorme, eh ben, on va le perdre. Alors que par papier, on va le garder, on va pouvoir le donner directement au responsable de style pour qu'il le regarde. Donc ça,
en tout cas, nous, dans la mode, ça marche beaucoup. Et après, on a des candidatures voilà, très originales qui fonctionnent aussi bien par papier. Alors, dans la musique, comment ça se passe, Claude, au niveau du tri? Alors, évidemment, il y a autant de vérités que d'entreprises et de secteurs et de cultures. Je vais vous parler très vite de la musique parce que c'est atypique et on est vraiment, nous, pas du tout dans un recrutement de masse, mais un recrutement de niche. Moi, je reçois entre 300 et 400 CV par jour. Toutes formes confondues, papier, électronique et des CV musicaux, puisque on recrute évidemment des gens en CDI qu'on appelle les permanents, des gens qui occupent des postes dans l'entreprise où on y trouve le front office ou le back office, les métiers classiques de l'entreprise. On a un peu plus de 3000 intermittents du spectacle, donc des gens qui font un cachet d'1 heure ou une tournée complète d'1 an avec des concerts et autres. Et on a aussi évidemment une logique de maison de disques qui est de produire des artistes, donc des gens qui veulent faire carrière dans la musique et qui envoient de la production musicale. Ça peut être des masters, des maquettes, du MP3, etc., etc. Moi, je reçois un peu plus de 300 choses par jour. J'ai appelé choses pour tout définir en même temps. Et je vous confesse que pour avoir été candidat, il ne faut surtout pas perdre de vue qu'un DRH peut aussi être candidat, une ou plusieurs fois dans sa carrière. Ça va vous paraître un peu incroyable, mais je regarde tout. C'est très chronophage. Je regarde avec des temps qui sont très proches de ceux de Christophe. Donc là, je m'en excuse auparavant si quelqu'un se sent offensé, mais ça se compte en secondes. Parce qu'on a une économie de temps à gérer. Mais quitte à y passer... Ouais. Oui, je m'inscris dans les propos de Jacques avec beaucoup d'humilité. Hein. C'est vraiment de l'ordre de quelques secondes. Mais il y a quelque chose dans cette fonction RH qui est de dire si quelqu'un fait l'effort de m'envoyer quelque chose, je dois faire l'effort de le lire. Alors le lire peut-être très vite et pas avec suffisamment d'intention, mais 200, 250, 300. Alors je m'organise comme vous, mesdames. Par moment, je fais du picking, j'ouvre pendant que je fais autre chose. Je suis en conf call avec je sais pas qui, je trie des CV. J'ai quelqu'un dans mon bureau que je connais suffisamment bien. Je lui dis, bah, écoute, double tâche, je trie des CV. J'en ramène à la maison, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas de vérité absolue sur ce qui va marcher chez Sony Music parce que je vous confesse que moi j'ai recruté des gens aujourd'hui avec du CV papier, j'ai recruté des gens avec un CV électronique, j'ai recruté des gens avec ou sans lettre de motivation, j'ai recruté des gens qui m'ont envoyé des choses mais totalement créatives, originales que j'avais jamais vues dans aucun autre secteur. Et moi je viens d'industrie où d'habitude, si vous n'avez pas fait telle école et que vous n'avez pas X nombre de langues étrangères dans votre parcours, c'est fichu, vous ne passez même pas l'étape du tri de CV. Moi, dans la musique, j'ai pris, je vais me contredire, mais les DRH, on adore ça. Moi, j'ai pris le parti pris de recruter 100 CV maintenant chez Sony Music. Donc, je les regarde tous, ceux que je reçois. Mais quand on recrute quelqu'un, on le met à la poubelle, le CV. Et le parcours de recrutement dans la maison se fait uniquement par le biais de deux choses, qui est la cooptation. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé les uns des autres de cette candidature-là une fois qu'on l'a rencontrée, et par la prise de référence. Pas sauvage, mais réglementaire, au sens HALT, où maintenant le défenseur des droits, c'est on demande l'autorisation écrite de la personne pour contacter des personnes dont elle nous a communiqué les coordonnées. Je m'arrête là-dessus, c'est paradoxalement pour moi pas le plus important. Il y a autant de vérité que de recruteurs et vous allez entendre plein d'avis différents sur le CV, pas le CV, la photo, des couleurs, pas la couleur, l'âge, pas l'âge, l'adresse, pas l'adresse, le nom, pas le nom, j'en sais rien. Ce qui fait de plus en plus la différence pour moi aujourd'hui dans la relation ou dans la mise en contact entre l'entreprise et le candidat potentiel, c'est ce qui va se passer avant le CV, la lettre de motive, et que paradoxalement on néglige souvent. C'est prenez le temps de prendre de l'info sur l'entreprise auprès de laquelle vous avez envie de postuler. Et ce temps-là doit être plus important que le temps que vous prenez à rédiger votre lettre de CV, votre lettre de motivation, votre CV. Vous avez maintenant, grâce aux nouvelles techno, c'est pour ça que j'en parle, vous avez tous les moyens, toute l'attitude d'aller chercher de l'info sur l'entreprise, sa culture, ses valeurs, de Great Place to Work où il faut payer pour gagner, à des choses beaucoup plus introspectives, beaucoup plus liées à de l'investigation, beaucoup plus liées à de la communication liée aux corps sociaux en interne, les gens qui parlent de leur boîte, qui parlent de leur employeur, qui parlent de leur manager. La vérité, elle sera au milieu, hein, c'est jamais fantastique, c'est jamais complètement pourri. Et prenez le temps de chercher de l'information au-delà des informations macro sur l'entreprise, la culture, les valeurs, les métiers, je ne sais quoi. Prenez le temps de prendre de l'information sur les gens qui sont dans cette boîte, sur les produits ou les services de cette boîte, sur son histoire, sur ses perspectives, sur ses données économiques. Et ça vaut une lettre de motivation. C'est-à-dire que si vous commencez par votre première accroche à parler de l'entreprise avec des données justes, la mise en relation est faite. Ça, c'est votre vrai investissement en temps.
Ça va démontrer 3 choses. Un, que vous savez vous servir de nouvelles techno dans tous les sens, en push et en pull. C'est-à-dire que les flux d'informations, vous savez les utiliser, les traiter. Agilité, traitement de données, je reviens sur ce que vous mettiez dans vos slides tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que ça va démontrer votre curiosité pour cette entreprise-là. Or, il n'y a rien qui flatte plus un recruteur que d'avoir la sensation que vous êtes intéressé à sa boîte. Le coût de la bouteille est juste remarquable, d'efficacité, de simplicité, et je pense aussi d'ailleurs d'intelligence situationnelle. Et ça va vous permettre d'atteindre un troisième objectif. C'est quand vous allez voir la quantité des informations que vous avez en possession sur cette boîte, peut-être de vous dire, en fait, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. C'est une marque fantastique, mais les produits sont nuls. Ou quand j'entends ce qu'on dit sur les valeurs de cette boîte, elle est peut-être numéro 1 chez Great Place to Work, mais c'est juste de l'esclavagisme total. Ou à l'inverse, une boîte dont vous n'avez jamais entendu parler, mais par le biais des hasards de vos recherches sur une autre, vous allez tomber sur le petit fournisseur, le petit prestataire du groupe du CAC 40, et c'est lui qui a le métier de vos rêves. Parce que c'est une PME, parce que c'est pas trop mal payé, parce que vous avez des vraies responsabilités, que vous n'êtes pas le 43e stagiaire d'HEC qui rentre en marketing pour aller faire des shampoings, parce que les 43 font pas des shampoings, il y en a 42 qui font du packaging, il y en a un qui fera des shampoings, etc. Et c'est ça l'enjeu de votre recherche d'emploi. C'est l'info que vous allez taper sur la boîte et que vous allez remettre en avant, et avant de vous marketez l'info que vous avez traitée. C'est ce premier travail professionnel qu'on vous demande, c'est la restitution de votre recherche. Vos profils, c'est autre chose, c'est l'étape d'après. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et je vous donne 2-3 petits conseils, qu'on parle un peu outils. Si vous avez 10 entreprises dans lesquelles vous voulez absolument aller, allez sur LinkedIn, allez sur Viadeo, abonnez-vous à leur page entreprise, vous aurez déjà une source d'information. Mettez en place des alertes sur les 10, 15, 20, 30 entreprises que vous souhaitez. Alors Google Alert, c'est gratuit. Allez sur un outil aussi qui s'appelle par exemple Alerty, qui va aller chercher de l'info un peu plus. Mettez vos mots-clés. Vraiment, faites comme en entreprise, créez-vous quotidiennement votre propre revue de presse. Voilà, votre revue de presse business, recherche d'emploi. Tous les matins avec Google Alert, quand vous prendrez votre café en vous réveillant à 7h30 pour commencer votre journée de recherche d'emploi, vous aurez dans votre boîte mail l'ensemble des alertes sur les mots-clés, que ce soit entreprise, que ce soit fonction, que ce soit des leaders d'opinion, qui soient... voilà, vous allez avoir comme un responsable de haut niveau ou quelque responsable que ce soit dans une entreprise, votre revue de presse. Et vous allez vous enrichir. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des dérages, je vais leur laisser la parole, mais moi je fais aussi du recrutement. La plus grande déception pour un recruteur, c'est de voir un candidat qui n'est pas préparé, qui ne connaît pas l'entreprise. C'est comme une relation amoureuse, on est en pleine période de fiançailles, de drague. Si vous ne me montrez pas que vous avez envie de rentrer dans mon entreprise, je vois que ça fait sourire mesdemoiselles, eh bien c'est pareil, eh bien, je ne vais pas être vraiment très motivé pour vous accueillir. Voilà. Eh bien, montrez que vous en savez suffisamment. Vous allez effectivement parfois avoir des bonnes surprises, puis aussi parfois éviter de faire des erreurs et d'aller vous enfermer dans quelque chose que vous n'auriez pas vivre très longtemps. Plus de 80% des candidats que j'ai en face de moi ont mal préparé l'entretien. Je peux vous garantir que quand vous avez eu 10 candidats sur une journée pour un poste, il n'y en a que 2 qui ont préparé l'entretien. Ils ont toutes les chances d'être dans la shortlist qui va être vue par le client. Et c'est pareil chez le client. Moi, j'ai eu des anecdotes sur des gens qui ont hyper bien préparé leur entretien et qui impactent le client tout de suite. Le gars, il a envie de signer à la fin de l'entretien. Donc ça, c'est un élément déterminant. Et je fais juste un petit lien. Le bouquin que je ne l'ai pas écrit, je l'ai adapté. C'est un bouquin américain. Guérilla marketing pour trouver un emploi. C'est pas innocent le titre. Chercher un job, c'est de la guérilla marketing. Et tous les moyens sont bons. Donc, obtenir de l'info sur une boîte par tous les moyens. Cet été, j'ai bossé sur un poste de DG pour une boîte qui fait du software très enfoui dans le monde médical, qui est à Limoges. Là, il y a un candidat, il ne trouvait pas beaucoup d'infos. Il a fait un truc extrêmement intelligent. C'est qu'il a appelé le standard de la boîte pour voir comment il était accueilli, comment il pouvait être basculé sur quelqu'un capable de lui parler des solutions, etc. Voilà. C'est avoir ce genre de réflexe. Si vous faites attraper la main dans le sac, on dira « Ah tiens, celui-là, il est super intelligent, il se renseigne ».
Pour compléter sur les recherches et notamment du coup les bonnes surprises de vos recherches sur l'entreprise, c'est que très certainement dans votre réseau, vous allez trouver quelqu'un qui travaille dans cette entreprise ou qui a travaillé dans le passé. On parlait de la cooptation rapidement. Le réseau, c'est aussi ce qui va vous faire décrocher un entretien, qui va donner envie au recruteur finalement de vous rencontrer parce qu'on lui aura parlé de vous, parce que vous avez connu quelqu'un. Que ça soit dans le réseau de votre école, et c'est à ça aussi que servent les écoles aujourd'hui, dans votre réseau personnel, familial, de vos amis, vous avez de fortes chances de trouver quelqu'un qui travaille dans les 10 entreprises pour lesquelles vous souhaitez postuler. Donc, utilisez cette ressource. Nous, le réseau, c'est notre première source de recrutement aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui ce qu'il y a le plus de fiable. Quand quelqu'un me recommande quelqu'un, c'est qu'il sait ce qu'il fait, c'est qu'il connaît bien la personne, qu'il sait que ça va potentiellement s'adapter au monde de notre entreprise, à notre politique, à notre stratégie, mais aussi que c'est quelqu'un de fiable. Donc moi, je vais y aller plus sereine en entretien, on va être tous plus détendus, et c'est souvent des très bonnes surprises et des très bonnes rencontres, donc ne sous-estimez pas votre réseau. Là encore, je ne veux pas faire de pub pour Linking et Viadeo, mais vous avez maintenant des magnifiques outils de suggestion quand vous allez visiter les pages d'entreprise. Vous, bien entendu, vous indiquez les membres de votre réseau et quelques degrés que ce soit qui peut effectivement vous coopter. Utilisez ça comme un outil, là aussi, de veille et de recherche pour aller chercher, comme le disait Jacques tout à l'heure, vous voulez absolument rentrer dans le service marketing de telle entreprise, allez regarder le directeur marketing, allez regarder les collaborateurs, allez regarder aussi les groupes dans lesquels ils sont présents, allez sourcer vraiment l'info. Voilà, vous allez vraiment, d'une part, vous enrichir, de construire un discours vraiment efficace, avec une terminologie métier spécifique. Vous allez pouvoir vraiment tout de suite correspondre sur les mêmes valeurs avec votre interlocuteur, quel qu'il soit. Je rebondis là-dessus. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai pour des jeunes diplômés ou des gens qui sont, entre guillemets, au début de leur carrière professionnelle. Moi, j'ai dû faire un poste en peut-être 4 ans par annonce. Enfin, très clairement, ça peut. Je poste quand je peux, et parce que c'est pas confidentiel. Je poste une annonce parce que ça donne de la visibilité au cabinet par rapport à son activité, et parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir une perle rare qui par hasard tombe sur l'annonce, mais très clairement, c'est par le réseau et évidemment par mon activité aussi, parce que le but, c'est pas uniquement de trouver des candidats, c'est de trouver des gens pour nous confier des missions. Donc tout passe par le réseau, et les candidats, effectivement, moi, c'est ma... Bon, alors, il y a LinkedIn, évidemment, 80%, vous disiez ça, 80% des candidats. Bon, 80%, c'est évident, c'est tout à fait vrai. Et après, il y a le réseau, de manière générale. Moi, quand je rentre une mission et que je cherche un candidat, le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, si j'ai pas la perle rare, que je la connais pas déjà, qui je vais appeler, qui va me recommander la personne qu'il me faut. Et après, éventuellement, je vais aller sur LinkedIn. Enfin, je peux faire des choses en parallèle, mais en aucun cas, je vais compter sur une réponse à annonce. Donc, le réseau, c'est indispensable. Je vous dis ça parce que, évidemment, il faut qu'un jour, vous soyez ce candidat qu'on va vous recommander vis-à-vis de soit d'un cabinet, soit en direct, évidemment. Mais c'est dès à présent que tout se joue. Il faut que vous soyez connecté via LinkedIn, mais également par votre présence ce soir. C'est effectivement de très très bons réflexes. Ok, donc là on a fait un petit peu le tour sur les conseils qu'on peut donner aux candidats. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour sur les conseils qu'on peut donner aux recruteurs? Quels sont les premiers conseils à donner aux recruteurs pour rentrer dans le digital à 20, 30, 50, 100%? Par rapport au recrutement? D'accord. De ne pas trop être présomptueux et de temps en temps penser à nous. Parce que souvent, c'est vrai, un recrutement qui foire parce qu'effectivement, une erreur de casting, c'est dramatique pour l'image de la société, pour le candidat bien sûr, parce que c'est une situation d'échec, et puis ça coûte beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'il faut être aussi humble sur sa capacité à pouvoir évaluer ces nouveaux métiers. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que moi, 80% de mes postes, ce sont des créations de postes. Donc, moi, je fais partie d'un cabinet qui a plutôt une ADN financière à la base. On va dire que la moyenne, ça doit être à peu près 50%. Là, sur le digital, c'est 80%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément une dimension conseil. Ça veut dire que, bien sûr, l'idée, c'est de trouver le candidat, mais c'est d'accompagner le client sur son besoin. Quel candidat, quel profil, quel impact sur son organisation, combien ça coûte, tout simplement. Il n'a absolument aucune idée de combien coûte un responsable marketing online.
Enfin, ça dépend de plein de choses. Et donc, il y a une dimension conseil indispensable. Et là, effectivement, par rapport à notre profession, le sourcing perd de valeur pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Par contre, effectivement, on a un avantage énorme, c'est qu'on peut, par notre activité au quotidien, par notre expertise, apporter une vraie valeur ajoutée au niveau du conseil pour aider les décideurs, qu'ils soient opérationnels ou RH, à y voir un petit peu plus clair dans tout cela. D'accord. Jacques? Le recrutement par les réseaux sociaux, d'après les différentes études qui sont faites régulièrement, dont celle de Région Job, c'est 5% de l'ensemble du recrutement en France. 5% de l'ensemble, c'est-à-dire de l'ouvrier au DG. Quand on se limite au cadre, on est à 22%. C'est à peu près la part de marché des cabinets de recrutement. Pour vous donner, donc ça veut dire que si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, c'est comme si vous arrêtiez de répondre aux annonces ou vous arrêtiez de regarder les cabinets de recrutement. Alors, conseil que je donnerais à des recruteurs, c'est commencer par le basique. Le basique, c'est sa présence à minima, bien construite sur LinkedIn et sur Viadeo, si on a une activité qui est en phase avec... En lien avec la stratégie de marque. En lien avec la stratégie de marque, bien sûr. C'est pousser aussi les managers qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux à se rattacher à une page entreprise. Ce n'est pas toujours bien fait. À mieux présenter leur profil. Moi, je vais jusqu'à préconiser, quand j'accompagne les services RH, je leur fais écrire des templates de présentation. Comme ça, vous savez, les gens ils sont assez feignants, donc ils font des copier-coller pour présenter, dire que l'entreprise recrute, des choses comme ça, redonner des adresses, même si les liens ne sont pas actifs dans LinkedIn quand vous le mettez dans votre profil. Vous pouvez rappeler. Donc, c'est construire d'abord ces basiques-là. Après, c'est apprendre l'outil petit à petit. Et c'est prendre des habitudes où le RH, il doit se comporter, moi, ce que j'appelle, on fait du community management recrutement. C'est-à-dire, je suis là pour déclencher un recrutement. Donc, je vais, moi, pousser le manager aussi à checker ce que peut être des profils, de benchmarker sur des profils dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, quand j'accompagne un client qui ne connaît pas bien un profil, en général, bon, je le connais, mais sur des profils qu'on ne connaît pas bien l'un et l'autre, parce qu'ils sont très nouveaux. Si je vous parle d'un poste d'AdOps manager, ça ne va pas parler à beaucoup de monde ici, peut-être à part toi. Donc on va regarder. C'est quoi AdOps? Je serais trop con. C'est un truc technique. C'est tout ce qui est gestion un peu automatisée des Google Ads, des ads en général, etc. Mais là on allait dans un métier qui était très techno en plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend LinkedIn et on regarde au niveau mondial quels sont les profils, qu'est-ce qu'on fait des gens, puis ça nous éclaire un peu. Donc, pousser les managers aussi à se challenger, même sur les fonctions de base, et s'apercevoir que finalement, il y a plein de mecs qui font ce que je veux, mais qui ne sont pas ingénieurs. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. Et pousser ces managers à relayer les recherches dans leur propre réseau. Alors, juste un truc sur ce que tu dis, le community management pour le recruteur, est-ce que ça veut dire d'accepter pour un recruteur qui représente sa marque de participer à des conversations, ce qui est quand même très trivial, sur les réseaux? Oui, alors, après ça se gère. Sur LinkedIn, même si aujourd'hui LinkedIn ça fonctionne comme Facebook, sur LinkedIn vous avez tous remarqué qu'aujourd'hui vous pouvez partager de l'info, des vidéos, des photos, vous les liker, les commenter et les repartager dans votre profil. Des conversations peuvent se créer, c'est souvent des questions, donc il faut s'attendre à ça. Et savoir répondre en ligne, etc. Voilà. Maintenant, on est, contrairement à ce que les gens peuvent penser, on n'est pas submergé
de questions. On peut être submergé de CV quand on travaille chez Balenciaga ou Sony, et j'espère chez Cronenbourg aussi, mais on n'est pas submergé de questions. Moi qui ai une très forte présence sur LinkedIn dans le digital, je crois que j'ai plus de 8000 contacts sur LinkedIn, j'ai 30-40 requêtes par semaine, ce qui est extrêmement gérable. Donc, faut pas avoir peur de ça. Voilà. Après, rentrer dans des actions plus de gestion de la marque employeur, où je vais avoir une présence sur Facebook, sur Twitter, etc. Ça s'organise jusqu'à créer effectivement une fonction qui existe de plus en plus de community manager marque employeur. D'accord. Alors justement, Delphine, sur la stratégie digitale de Balenciaga, que donc, vous participez à mettre en place, etc., quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, les grosses difficultés que l'on a, c'est que Balenciaga est une marque de luxe qui est extrêmement codée et où le produit est le plus important. Donc aujourd'hui, par exemple, sur notre site web, qui est un site e-commerce et marchand principalement, tout est codé, tout est validé par la direction de la communication et jusqu'à maintenant, il était hors de question de rajouter un volet RH ou carrière. C'était voilà, quelque chose qu'ils ne voulaient pas parce qu'ils ne voulaient parler que du produit et que de la maison. Donc aujourd'hui, on a réussi à avoir un petit volet carrière qu'on va développer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Aujourd'hui, nous avons une page Facebook qui existe depuis 2 ans maintenant, donc c'est quand même assez récent, qui est gérée par un community manager qui ne parle que des produits et de Balenciaga. Pareil, hors de question de parler de RH, de carrière. Donc c'est notre plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de convaincre les directeurs de la communication que la marque employeur est aussi très importante. Nous, on le sent que les candidats qui viennent en entretien nous disent je ne trouve aucune information sur vos valeurs, sur comment rejoindre Balenciaga, sur votre page Facebook, sur le site internet. C'est vrai que pour nous, c'est compliqué parce qu'on a envie de développer ça, mais voilà. Donc c'est des difficultés, on va dire, plus organisationnelles. Exactement. Ouais. Parce que vous savez ce qu'il faut faire, en fait, mais voilà. il faut donc, arriver du coup, à vendre. On passe par des moyens détournés via LinkedIn, qui est uniquement, on va dire, RH et recrutement. Donc là, pour le coup, on a notre espace à nous, prêt pour les candidats. Donc on passe par des moyens un petit peu détournés, du coup, pour pouvoir parler de la marque employeur en tant que telle. Très bien. Vous voulez réagir, peut-être? Oui, ça me faisait sourire. Je connais votre difficulté. Effectivement, quand tout à l'heure, je disais qu'il y a un degré de maturité différent et que tout a commencé par le marketing il y a 10 ans. Aujourd'hui, les directions commerciales, mais c'est vrai, moi j'interviens beaucoup à la NDRH sur ces problématiques-là. Et quand j'ai des DRH à qui on explique effectivement la marque employeur, ils vont prendre ça effectivement avec beaucoup de crainte et la mise en application est excessivement difficile. Donc il y a quelques territoires comme LinkedIn effectivement où vous pouvez vous exprimer. Surtout leur dites pas qu'il y a un onglet produits et services parce que sinon le marketing va s'y mettre et vous allez perdre votre place. Mais en tout cas il y a effectivement des règles à respecter en plus de la définition, mais on le voit bien par votre exemple qui est carrément à l'opposé de celui de Claude ou voilà, de tout type d'entreprise, hein, 40 entreprises du CAC 40, 40 stratégies différentes. Donc faut pas, voilà, des supports complètement différents. Donc c'est vraiment du sur-mesure en tout cas et en adéquation avec ses cibles et ses et les profils en tout cas de candidats à recruter. Mais je m'adresse un peu plus aux plus jeunes au sein de l'ESCA. C'est vrai qu'aujourd'hui, les générations X, Y, Z, on ne sait plus où on en est aujourd'hui, poussent les lignes et font évoluer les frontières au sein de l'entreprise. Et là, le DRH doit s'adapter. Alors le DRH, il n'a pas forcément 28 ans, à part dans les startups, mais il donc doit s'adapter à cette hybridation qui entraîne effectivement ces évolutions. J'étais il y a encore peu de temps, il y a quelques semaines, dans une des grosses chaînes françaises ou européennes, et effectivement, ils ont du mal à comprendre les attentes des journalistes, des jeunes collaborateurs par rapport à effectivement ce management par projet, très pyramidal, très par silo et non plus transversal. Et l'exprimer sur une stratégie marque employeur, ça devient vraiment difficile. Donc l'hybridation, l'arrivée dans ces anciennes organisations, de nouveaux collaborateurs avec les attentes que l'on a vues tout à l'heure, pose des problèmes. Et donc cette communication-là, il va falloir
la diffuser avec des codes qui va s'adresser à vous. Et donc, de cette hybridation, il va falloir passer sur la transparence. Là aussi, je suis intervenu dans une des grandes banques françaises qui veut prôner l'innovation. Moi, je suis client entreprise de cette banque. Mon conseiller entreprise n'a pas d'adresse email. Seul le directeur de l'agence a une adresse email. Moi, je suis un peu dans le digital, c'est vrai, mais quand je veux passer un compte, ouvrir un compte fournisseur et que je suis obligé d'envoyer le RIB au directeur de l'agence, et c'est bon, ils font de la publicité sur toutes les grandes chaînes, envoyer pour demander un mail, pour poser une question à mon conseiller personnel, je ne peux pas. Et quand en plus le directeur de l'agence prend 15 jours de vacances, je dois attendre 3 semaines pour avoir sa réponse. Oui. Donc voilà. Donc si la marque employeur va prôner les valeurs de l'innovation, eh bien, moi déjà, je ne comprends pas, mais alors nos jeunes générations vont encore moins le comprendre. Donc il faut vraiment être en transparence. Et ce que tu disais tout à l'heure, Claude, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, Internet pousse et franchit les lignes. On l'a vu dans la politique, on le voit dans tous les supports de l'économie aujourd'hui. La transparence par Internet est là, on ne peut plus se cacher dans les stratégies marque employeur derrière son petit doigt. Donc voilà, donc ça fait bouger les lignes. Ouais. Je vais faire rapide du coup sur 3 points pour reprendre la question initiale sur qu'est-ce qui se passe côté recruteur aussi. Il y a 3 points et chez nous c'est pareil, entre la direction des ressources humaines, la direction communication, marketing, on se tire un peu tous dessus pour prendre les choses, personne ne veut y aller, puis une fois qu'on y est, tout le monde veut reprendre le paquet. Ça c'est la première chose, mais je pense qu'il faut continuer à se battre parce qu'on a des choses sympas à dire sur la marque employeur. La transparence, je reviens dessus, moi ce que je trouve important sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est un individu et en tant que recruteur aussi. Donc je m'exprime en tant que brasseur de talent pour Brasserie Cronenbourg, mais je suis aussi présente en tant que Marion de Brasserie Cronenbourg. Et les étudiants, vous allez me voir la semaine prochaine en forum, mais vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur LinkedIn. C'est aussi ce côté-là qui est important sur les réseaux, c'est qu'on est des individus et en tant que recruteur, il ne faut pas l'oublier. Et le dernier point qu'il ne faut pas oublier en tant que recruteur, c'est que c'est très chronophage. Que ça soit de communiquer sur l'image employeur sur le digital, mais aussi, et je reviens sur le côté cabinet, de sourcer, parce que finalement c'est encore du sourcing. Et les opérationnels pensent que c'est du digital, ça va vite. Non, recruter sur le digital, ça ne va pas aussi vite que ça. C'est pas parce qu'on arrive à choper le numéro de téléphone de la personne rapidement. Ça demande quand même du temps parce qu'on est dans un processus plutôt de chasse et qui n'est plus effectivement de la réponse à des annonces. Donc je laisse la part belle au cabinet, on a toujours besoin de vous. Mais c'est vrai qu'on essaye de sourcer par nous-mêmes. 400 CV par jour ou par voilà, c'est impressionnant. Bravo pour le traitement manuel que vous en faites. Il y a des outils, mais derrière il faut effectivement la qualification. Et là, la qualification du profil passe par de l'humain, semble-t-il, même si on va faire des tris par mots-clés, oui, ou du web sémantique. Mais en tout cas, il y a quand même l'humain qui doit être derrière en termes de filtre. Voilà. Sachez qu'on n'en a pas parlé, mais on court tout droit au web sémantique et au matching automatique. Alors, tu peux en dire un mot en français, s'il te plaît? Je vais prendre 2 exemples concrets qui le font déjà, qui sont l'emploi français qui s'appelle capa.fr, QAPA. Sur Capa, quand vous posez votre CV, à partir de la sémantique, va aller chercher des offres d'emploi pour vous. C'est Capa qui vous les cherche, qui va vous les classer par 80% de pertinence. Vous passez des... Quand vous êtes recruteur et que vous passez des offres d'emploi sur LinkedIn, vous mettez votre offre d'emploi. Quand vous appuyez sur le bouton « Publier », en quelques secondes, c'est quasi instantané, LinkedIn va vous proposer des profils à partir de la sémantique de votre offre d'emploi. Moi, j'ai rempli aucune case, je ne me suis pas servi d'un moteur de recherche. C'est automatiquement, on va me proposer des CV en fonction de la sémantique de mon profil. Ça, donc, on va aussi vers ça. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne va pas avoir un tri humain, etc. Mais en particulier, un profil LinkedIn aujourd'hui, il faut le raisonner. On est sur du référencement web. Il faut arrêter de raisonner
comme on faisait avec une machine à écrire. Parce que quand vous faites un CV sur Word, c'est un raisonnement de CV machine à écrire. Un profil LinkedIn, vous êtes sur une page web, vous devez raisonner avec du référencement web, avec du mot-clé, avec de la logique aussi de référencement. Ce qui est en dessous de votre prénom-nom sur LinkedIn, qui est votre titre de poste, c'est déterminant, c'est ce qui a le plus de poids dans les mots-clés dont va tenir compte LinkedIn. Donc si vous mettez étudiant en recherche d'emploi, la valeur est 0 en termes de référencement. Si vous mettez marketing digital, web, acquisition, que vous mettez des mots-clés qui sont centrés sur votre compétence web marketing, par exemple, vous avez beaucoup plus de chances de remonter. Mais il faut le retrouver aussi dans le texte. Donc, il faut raisonner comme ça. Et de plus en plus. Bien. Merci. Tu voulais intervenir? Juste un dernier point, effectivement. D'où l'intérêt de bien remplir son profil LinkedIn, du coup, pour ressortir dans les recherches. Mais du coup, ça peut être une bonne conclusion. Je crois que culturellement, il y a encore des gros soucis. Moi, le luxe, je connais bien parce que je reçois beaucoup de candidats qui évoluent dans le luxe et qui me disent Christophe, sortez-moi de là parce que c'est l'enfer, il faut 5 réunions pour valider un pixel, je deviens fou. Et il y a très peu d'audace. Mais donc, petit à petit... c'est la culture là qui est en cause. C'est la culture qui est en cause. C'est la culture. Et je dirais que c'est la culture du secret, notamment de l'image de marque, où la plupart des sociétés trouvent que le digital, c'est comme une boîte de Pandore, on ne sait pas trop. Alors, sans rentrer trop dans la technique, il y a un peu de programme d'affiliation, on ne sait pas trop où est-ce que va se retrouver nos différentes actions sur le digital. Mais les choses sont en train d'évoluer. Et voilà, donc de plus en plus, on arrive à trouver des initiatives marquantes pour des sociétés qui sont dans le luxe. Mais c'est vrai que quand une société qui plus est gagne beaucoup d'argent, c'est difficile de se remettre en question lorsque tout va bien. On ne voit pas vraiment l'intérêt de changer finalement. Et je trouve ça un peu dommage d'attendre d'être au pied du mur parce que forcément, ça arrivera, le digital prend de plus en plus d'importance. Donc bon, c'est effectivement aussi un problème culturel. Ok, merci. Alors, on va peut-être laisser la parole maintenant à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on y va. Juste vous présenter rapidement. Donc, moi, c'est Nicolas Bach. Donc, je suis étudiant en première année à l'ESCA, justement. Et je voulais savoir, donc, qu'est-ce que préparait l'entretien exactement? Donc, selon 2 aspects. Vous, du côté RH, qu'est-ce que vous attendez? Je peux répondre. Qu'est-ce qu'on attend de l'entretien? On parlait de la transparence des recruteurs, déjà que vous soyez vous-même. Après, ça, c'est peut-être pour moi, Cronenbourg, c'est sûrement différent peut-être dans le luxe ou autre. C'est vrai qu'on attend que vous soyez vous-même, que vous soyez préparé. On en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous connaissez la société pour laquelle vous venez postuler. Le job, vous êtes renseigné sur le job, vous avez pris des infos, du réseau ou autre. Ou tout du moins, quand on va vous poser une question, vous n'allez pas faire un grand... les questions de qualité-défaut, je pense qu'on les pratique de moins en moins, donc ça ne sert plus à rien de préparer ça. Mais par contre, effectivement, l'actualité de l'entreprise, les dernières innovations, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du marché, moi je trouve que c'est des choses importantes pour comprendre votre démarche intellectuelle et tout du moins ce que vous pouvez ressortir, surtout en tant qu'étudiant, vous n'avez pas encore de compétences, on va dire, professionnelles. Donc d'avoir préparé, d'avoir fait vos recherches, comme vous faites les recherches pour un devoir, c'est aujourd'hui tout du moins le minimum que vous pouvez faire. C'est pour moi. Des questions. Et la deuxième, justement... Excusez-moi, ce que j'attends en entretien, c'est des questions. Parce que ce que vient de dire madame, c'est quand on s'adresse là aux jeunes diplômés, on ne ferait pas la même réponse à des gens confirmés ou seniors, mais vous n'avez aucune expérience professionnelle, et même si vous avez fait une année de césure ou 2 stages chez monsieur ou madame dans une très belle PME qui est en fait votre oncle qui fait de la poterie en Aix-Provence, vous avez mis responsable export en Asie-Pacifique sur de la poterie bien cuite, venez en entretien, vous ne savez rien faire. Posez des questions. Et je vous assure que si vos 3-4 questions posées en entretien, 1 sont pertinentes, 2, vous avez une écoute active sur la réponse, et 3, vous prenez des notes, vous avez fait 51% du chemin. Très rapidement, c'est peut-être un conseil pour ta vie de manière générale par rapport à ta carrière professionnelle. Moi, si on me forçait à répondre quelle est la différence entre un bon et un mauvais candidat, c'est la capacité à s'auto-évaluer par rapport au poste, s'il y a un poste, ou par rapport à ses assets, ses forces et ses faiblesses. Et d'ailleurs, ce qui est génial lorsqu'on a un très gros poste à pourvoir, un poste de DG ou un poste de directeur digital, c'est que très souvent,
en fait, les candidats s'auto-évaluent. Ils arrivent à savoir s'ils sont faits ou pas pour le poste, ils ont du recul sur eux-mêmes, une lucidité. Et dès qu'on va sur des profils beaucoup plus juniors, beaucoup plus opérationnels, on constate que c'est extrêmement rare de trouver des gens qui ont le recul sur ce qui fonctionne, tout simplement parce qu'ils manquent d'expérience. Mais donc, de manière générale, essayer de tendre vers ça, essayer d'avoir cette lucidité sur ses propres forces, ses propres faiblesses, et savoir cette humilité de savoir ce qui nous manque pour un poste ou de manière générale pour progresser. Et le combo, j'ai préparé l'entretien et je pose les bonnes questions, on n'est plus à 51%, on est à 70%. D'accord. Et le deuxième aspect de la question, c'était par exemple vous, Monsieur Monnier, quand vous passez les entretiens pour vous faire recruter, est-ce que vous pourriez nous en raconter un? Quand moi j'étais candidat? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial justement pour cet entretien? Pour me faire recruter? Oui. Vous, qu'est-ce que vous avez fait à cet entretien-là? Alors ça c'est une très bonne question, monsieur. Le dernier par exemple. Et les DRH ont horreur qu'on leur pose des questions en plus. Donc du coup vous me mettez très mal à l'aise avec ma timidité légendaire. Non mais votre question est sincère, monsieur, donc je vais répondre très sincèrement. Moi j'ai eu la chance d'avoir des postes fantastiques dans des boîtes merveilleuses et je me suis une fois trompé dans ma carrière. J'étais dans une entreprise, j'ai été chassé par un chasseur de tête, Capignon-sur-Rue, que je connaissais. Je vais faire très court, mais je vais essayer de répondre très précieusement à votre question, monsieur, parce qu'elle est pertinente. Ce chasseur m'appelle, je passe le process, j'ai une proposition d'embauche, je démissionne du groupe dans lequel je travaillais, pour lequel, a priori, sauf si je piquais dans la caisse, je pense que j'avais un job jusqu'à la retraite. Donc prise de risque maximale, je démissionne d'un groupe, je prends le risque d'une période d'essai et je rejoins une entreprise où, malgré le process de recrutement qui m'a été proposé et malgré mon expérience de RH qui, a priori, repose sur mes propres qualités de recruteur, je me suis trompé d'entreprise, trompé de job et trompé de patron. Ça m'a permis une chose quand je me suis retrouvé candidat, parce que bien évidemment que je prenne la décision de quitter cette entreprise, j'ai quitté cette entreprise et je me suis retrouvé candidat, mais cette fois en partant de zéro, plus rien. J'ai passé un entretien avec un candidat, un patron d'entreprise, excusez-moi, lapsus lingué, avec un patron d'entreprise. Je ne vais pas citer son nom parce que je crois que sinon ce monsieur, il aurait des problèmes pénaux. La première question qu'il m'a posée, c'est d'abord si j'étais marié avec des enfants. J'ai répondu oui. La deuxième question qu'il m'a posée, en entretien est dans l'ordre. La deuxième question qu'il m'a posée, c'est que faisaient mes parents? Et donc j'ai répondu très sincèrement, monsieur, mon père est mort. Il m'a demandé de quoi, il y a combien de temps, est-ce que j'étais triste? J'ai répondu très sincèrement à l'ensemble de ces questions, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, monsieur, l'entretien s'arrête là, et je vous conseille, prenez-le avec beaucoup de respect, de ne jamais reposer ces questions à aucun entretien avec aucun candidat, parce que moi je vais repartir et je vais oublier, mais j'inciterai le prochain candidat à porter plainte contre vous. Ce monsieur est président d'une entreprise relativement importante en France. Moi, j'étais quand même DRH. Je peux considérer que j'étais au fait du rapport Lyon-Camp 92 qui fait la liste des entretiens et des questions qu'on ne peut pas poser dans ce genre de situation. J'ai répondu et j'ai simplement alerté cette personne sur ses droits et ses devoirs. Faites-le. Faites-le. Mesdemoiselles, si quelqu'un vous pose en entretien, est-ce que vous avez un petit timing? Est-ce que vous avez un projet de grossesse? Est-ce que je ne sais quoi? Envoyez-les balader. Vous allez perdre un job, mais envoyez-les balader. C'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est une question d'éthique personnelle. Notre pays doit absolument changer sur ces sujets-là. Je pense qu'on doit être dans les 5 derniers pays en France à appliquer à peu près une éthique correcte en recrutement. On est un des 2 pays dans le monde à utiliser la graphologie, c'est la France et Israël. Il y a la moitié de la planète dans laquelle c'est complètement interdit, pour des raisons strictement légales en process de recrutement. Si on vous pose des questions interdites, vous les trouverez sur le rapport Lyon-Camp 92. Dénoncez les entreprises, dénoncez le candidat, envoyez paître votre interlocuteur et prenez votre courage à deux mains, sortez du bureau. Parce que ce sera encore pire quand vous y serez. Bien. C'était le coup de gueule de Claude. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, en fait, moi je me présente, je m'appelle Périx Calbert. Je suis en 4e année, mais j'ai fait le recrutement parallèle, donc j'ai un parcours un peu atypique. Et je voulais savoir si dans vos process de recrutement, l'excentricité et les côtés un peu atypiques étaient pris en compte, parce que ouais, faire un CV type, c'est tout ce qu'il y a de plus chiant au monde et ça ne nous correspond pas. Mais peut-être que vous n'êtes pas réceptif à l'excentricité sur un bout de papier ou...
Ouais, alors, bon, c'est une question difficile aussi. C'est vrai que ça dépend en fait du contexte, mais pour être sincère, moi, ce que j'attends d'un CV, c'est de la clarté et de façon à ce que je puisse comprendre en un coup d'œil la cohérence du parcours, la formation initiale, les loisirs éventuellement, le niveau de la langue, et plus tard, lorsque tu auras 5-10 ans d'expérience, tout de suite comprendre les choix qui ont été faits à un instant T. Alors, l'excentricité, peut-être la façon de se démarquer, effectivement, elle peut être davantage en entretien sur la façon dont on peut se présenter, la façon dont on voit les choses. Il y a énormément de candidats qui sont hyper conventionnels, mais en ce qui me concerne, je réponds. Alors, quand je reçois des gens génériques, on peut ouvrir la discussion, c'est d'ailleurs hyper convivial. Mais quand je reçois des gens pour une entreprise précise, malheureusement, c'est vrai, en plus on est en France, donc on n'a pas trop parlé, on n'avait pas le temps, mais il y a un gros problème de flexibilité en France, à la fois côté candidat, mais à la fois côté entreprise par rapport à la manière de recruter et de se faire recruter. C'est vrai que on change très peu de jobs en France et on a du mal à s'adapter au changement, la peur de l'inconnu. Mais c'est vrai que l'excentricité peut être un atout, mais il faut quand même faire attention parce que c'est quelque chose qui est quand même très normé, hein. Le CV, la façon de se présenter, il faut qu'on puisse avoir un maximum d'informations pour pouvoir au mieux évaluer le candidat, et ça c'est très important et on ne veut pas se tromper parce qu'il y a de l'humain derrière tout ça. Dans le web, 50% des profils que je recrute sont forcément atypiques puisqu'il n'y a pas de formation. Moi je suis œnologue de formation, donc vous voyez d'où je viens. Ce qui est important pour le recruteur, c'est vraiment de pouvoir voir rapidement qu'est-ce que je peux vous imaginer faire. Donc, ça passe par des mots-clés qui vont être les mots-clés que vous allez retrouver dans votre profil LinkedIn et autres. C'est ça. Après, le côté, je vais plutôt parler de côté créatif qu'excentrique, parce que j'aime pas trop le mot. Le côté créatif, bah, ça va aller très bien dans certains contextes. Moi, le côté œnologue, c'est un super prétexte à conversation avec mes clients, où les quelques fois je me suis retrouvé en recrutement parce que j'étais chassé et que j'y suis allé. Immanquablement, ça part, même si je le gomme et c'est pas mis en avant. Mais il ne faut pas se renier non plus. Mais d'abord, l'objectif. L'objectif, c'est le flyer, c'est d'être trouvé par des mots-clés. Et c'est pas sur des mots. Moi, si on m'approche pour être œnologue, ça fait 20 ans que je pratique plus côté œnologue, côté consommateur, oui, mais pas côté œnologue. Donc, ça n'a aucun sens de pouvoir être approché sur ces mots-clés-là. Je vais juste compléter rapidement avec 2 points. Premièrement, ce qu'on a dit tout à l'heure, on prend 6 secondes pour regarder un CV. Donc effectivement, le CV doit avoir les informations essentielles, même s'il peut prendre une forme différente, parce qu'il se doit d'être atypique potentiellement. Et là, ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous postulez, ce que vous souhaitez faire comme métier. Là encore, si vous allez chercher un métier technicien, etc., ça va être compliqué d'être atypique dans votre CV. Après, quand c'est des métiers plus créatifs, il faut surtout oser. Et c'est en entretien que vous allez vraiment montrer ce que vous voulez faire, comment vous êtes, votre personnalité, parce que je pense que partout ici, on ne cherche pas des clones. Au contraire, ça serait très difficile de travailler si on était tous pareils. Donc c'est important de montrer le côté atypique. Maintenant, il faut savoir le faire au bon moment, et le CV, c'est peut-être pas le meilleur endroit parce qu'on n'a que 6 secondes. Être mis avec un micro. Oubliez pas que en fonction des secteurs d'activité ou des typologies de postes sur lesquels vous allez, vous allez avoir entre 20 et 80% des postes qui sont pourvus par cooptation. Et une des premières cooptations, c'est votre stage de fin d'études. Hein. Tout simplement parce que les postes ne sont pas visibles, la plupart. On n'a même pas le moyen de savoir si on peut postuler, on ne peut pas. C'est invisible et on doit faire en sorte de rentrer par une autre porte d'entrée. J'ajouterai un point que Claude soulevait tout à l'heure qui me semble vraiment important, qu'on oublie souvent en France, c'est la culture d'entreprise. Intéressez-vous, à mon sens, à la culture de la boîte dans laquelle vous postulez, parce que ça peut d'abord faire un point d'entrée, un point de discussion dans un entretien
qui peut vous donner un avantage concurrentiel déterminant, comme on dit. Et puis le deuxième point que je voulais soulever, c'est n'oubliez pas, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, 6 secondes pour voir un CV. Le positionnement, c'est 2 faces d'une même pièce, identification, différenciation. Comment je m'identifie et comment je me différencie par rapport à mes petits copains et mes petites copines. Très important. Donc en quelques mots, en 6 secondes, il faut qu'on arrive, que les recruteurs arrivent à percevoir ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions qui se cachent là? Non? Parce que moi j'en ai d'autres, mais bon. Alors moi je vais en poser une, puisque personne ne veut y aller. Une question qu'on ne vous a pas posée, parce qu'on était vraiment très très orienté sur les outils, les conseils à donner aux candidats, etc. La relation au travail, est-ce que le digital va bouger les choses? On lit plein de choses, il y a des études qui disent qu'effectivement la relation au travail a changé, que le salariat est quasiment mort, qu'on arrive à d'autres domaines, et puis aussi la relation au bureau, aux espaces. Qui est-ce qui veut répondre? Ça m'arrive hyper régulièrement d'envoyer des mails à des collègues qui sont à 1 mètre. Tout simplement parce que par réflexe, plutôt que d'en parler, je vais peut-être privilégier une trace écrite inconsciemment, certes, mais ça montre bien la façon dont on communique en entreprise, parfois avec des collègues qu'on apprécie super bien, avec qui on va avoir des coups le vendredi soir, mais quand même, effectivement, en journée, on va envoyer des mails alors que les gens sont dans la même pièce. Je trouve que ça montre un peu l'absurdité parfois que peut prendre les différents outils numériques. Je vais raconter une anecdote de ce que ça change le digital. Je suis intervenu il y a 1 an dans un congrès d'avocats. J'étais entouré d'avocats. Ils m'ont fait intervenir justement sur l'impact du digital. Et il y avait comme témoin un patron d'un gros cabinet d'avocats lyonnais qui racontait une anecdote qui lui était arrivée 1 an avant. C'est son responsable informatique qui vient le voir et qui lui dit j'ai 2 nouvelles, j'ai une mauvaise et une bonne. Bon, on commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est tes jeunes avocats élèvent des cochons au bureau. Il dit pardon. Donc ils jouaient un jeu sur Facebook, tous. Et il dit, alors la bonne nouvelle c'est quoi? Parce que si mes jeunes avocats élèvent des cochons et jouent sur Facebook, où va-t-on? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'ils font bien leur boulot et qu'ils font bien leur temps de travail, mais qu'ils ne le font pas sur les heures normales. Ah bon, et c'est quoi leur rythme de travail? Avocat de l'ancienne école, il allait au bureau à 8 h, il partait à 8 h du soir, c'était fini, il n'y a pas d'ordinateur, rien du tout, il est habitué à ce rythme de travail. Ben, il lui dit, ils s'en vont à 7 h du soir, ils partent ensemble boire un coup, un after work, pouvoir manger ensemble, et puis ils se remettent au boulot à 10 h, 11 h du soir. Comme c'est le responsable informatique, il voit les connexions, etc., et les temps de travail. Et c'est très significatif de ce que ça change dans des comportements de métier très traditionnels. Et là-dessus, il ajoutait un autre truc sur lequel ils se sont beaucoup posé de questions entre les associés du cabinet vis-à-vis de ces jeunes avocats. C'est que ces jeunes avocats avaient une autre habitude aussi qui les interpellait beaucoup, c'est que quand ils avaient un dossier un peu délicat ou sur lequel ils se posaient des questions, ils posaient des questions à leurs copains de promo qui travaillaient dans des cabinets concurrents. Voilà. Et ils partageaient en fait des informations. Bah, attends, tu as telle jurisprudence, machin, etc. Je travaillais sur un cas similaire. Voilà. Et ça les interpellait complètement. Et ça, c'est significatif de la barrière entre l'entreprise et l'extérieur qui tombe de plus en plus. LinkedIn favorise énormément ça. Il y a des groupes qui sont sur LinkedIn centrés sur des métiers très précis. Par exemple, chez Danone, ceux qui font de la R&D ont identifié des groupes mondiaux sur LinkedIn qui traitent de la nutrition et avec des informations
techniques, des échanges qui sont extrêmement riches avec des gens qui posent des questions, des experts qui répondent, et il y en a du monde entier. Donc on casse ce genre de barrière aussi de plus en plus dans les entreprises. Dans toutes les grosses entreprises, on s'aperçoit que quand on a affaire à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans l'entreprise, le réflexe, c'est plus d'aller sur l'intranet voir la fiche de la personne, c'est d'aller sur LinkedIn. Parce qu'il y en a 10 fois plus sur LinkedIn, sur les compétences et champs d'expertise de la personne, que sur l'intranet où il y a une vague fiche avec en gros son nom, son titre de poste et là où il est physiquement. Donc tout ça, ça évolue extrêmement rapidement. Et ce qui rend vraiment le métier de DRH vraiment pas facile aujourd'hui, parce qu'ils sont au cœur de cette mutation digitale de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de digitalisation d'un certain nombre d'outils, de supports, de fiches de paye, etc., avec l'arrivée du coffre-fort numérique. Donc, ils sont obligés de réfléchir là-dessus. Ils sont obligés de réfléchir effectivement à la confidentialité des données. Qu'est-ce que mes collaborateurs ont le droit de dire ou pas sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Twitter, sur Facebook, que sais-je. Et voilà, donc ayons une pensée pour nos DRH qui sont quand même malmenés dans les stratégies marque employeur où ils ont du mal à les mettre en application, sur des outils qui évoluent tous les jours et qui leur posent des problèmes, où ils ont besoin de s'adapter et jusqu'à présent ils ne sont pas forcément sur ces questions-là au cœur de l'actualité, et toutes ces évolutions et qui sont poussées par des générations comme vous. Donc voilà, j'ai une pensée pour eux. Il me reste juste à vous remercier pour votre participation et puis vous inviter à un petit cocktail network si vous voulez, si vous êtes timide pour poser quelques questions à nos intervenants et puis surtout à faire un triomphe à notre table ronde. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain, non pas Digitalk, mais DigiJob, qui aura lieu certainement fin novembre, autour du brand content. Donc, on fera intervenir quelqu'un qui est brand content manager. Voilà, merci et bonne fin de soirée. Au revoir. En plus,